Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de BD et de pixels qui décortique l'actualité et l'écosystème de la pop culture. Cette semaine, on emboîte le pas au Chevalier Noir, dont on a parlé dans les grandes largeurs la semaine dernière, pour parler d'une autre saga, œuvre de comics, on va dire, qui est devenue une saga au fil du temps. D'ailleurs, ce sera un élément de cette discussion. Une série qui va commencer ce soir sur HBO, demain sur OCS. Je veux bien sûr parler, si vous nous regardez en direct, de Watchmen. Alors, pour en parler, on a donc un invité, on vous l'avait teasé, qui revient d'une semaine sur l'autre. Arnaud Tomasini. Bonsoir. Salut. Comment ça va ? Très bien. Je suis très content d'être là. T'es très content d'être là ? Oui. Batman, Watchmen, une bonne doublette ? C'est ça. On est plutôt sur du grand classique, de la qualité. De la qualité, très bien. On est ravis de t'avoir à nos côtés cette semaine aussi. Pour te faire face cette semaine, on n'est pas avec Fabien Moreau, mais on est avec Aurélien Noyer. Bonjour. Auteur pour la chaîne Monsieur Bobine. Tout à fait. Et également pour Rokirama. C'est ça. Tu as un papier en cours, tu peux nous en parler, c'est peut-être un peu tôt ? Non, c'est un papier qui sortira dans le prochain numéro dédié à Michael Schur, le créateur donc, de The Good Place, Parks and Rec et Brooklyn Nine-Nine. Très bien. Et là je vois Océane qui exulte à tes côtés. Oui. Comment ça va ? Ça va très bien. Très bien. Ouais. En jaune aujourd'hui. En jaune, ouais, je rends hommage à ma préférée des Watchmen. Très bien. Et en face, on a quelqu'un qui exulte aujourd'hui, c'est Cédric. Ouais, salut. Ça fait quoi de rencontrer ton idole en vrai ? Un de mes idoles, ils sont plusieurs, ils sont multiples. Comme les Watchmen, ils sont multiples. Très bien, donc Cédric, tu es allé voir cette semaine, tu as lu, un petit manga. Ouais, un petit manga qui s'appelle Demon Slayer. Demon Slayer, tu vas nous en parler. Et toi, Océane, tu as vu une petite série ? Toute petite, aucun rapport avec ce dont on va parler aujourd'hui d'ailleurs. Absolument aucun. Donc vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux évidemment au hashtag HPL sur Twitter et dans le chat sur Twitch. On salue Zero Race, on salue The Maniac, on salue Kiné des Loutres et Yapa avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 A. Bonjour tout le monde, vous pouvez évidemment partager avec nous vos remarques et vos questions. On reviendra dessus tout au long de l'émission. On tâchera d'y répondre. C'est parti pour la critique. Mais c'est de la merde! Alors, Cédric, on va commencer avec toi. Demon Slayer, un petit manga fantastique qui nous vient du Japon. Ouais, un petit manga. On va revenir sur la définition de petit. Petit manga qui monte malgré le silence des médias. Je vais faire ces blagues toutes les semaines. Très bien. Vas-y. Alors, de quoi ça parle déjà Demon Slayer ? On va faire un résumé, j'espère assez bref. On est en plein début de l'art Taisho. On suit Tanjiro, un jeune adolescent qui possède un odorat hors du commun et qui est devenu le pilier de sa famille après la mort de son père. Donc, il doit s'occuper de ses 5 et 6 frères et sœurs. Il est parti livrer du charbon dans le village tout près de sa maison. Une tempête arrive, il peut pas rentrer, il revient le lendemain. Patatras, sa famille a été tuée. Il sent une odeur de sang très, très fraîche. Et à part sa petite sœur là, juste après lui, Nezuko, toute sa famille a été tuée par des démons qui sont des créatures plus ou moins humaines qui mangeraient de la chair humaine pour survivre. Donc c'est horrible pour lui, mais sa sœur est encore légèrement en vie. Il essaye de la ramener chez un médecin. Et là, le malheur arrive de nouveau. Nezuko n'est pas morte, mais elle est devenue elle aussi un démon. Donc, ne sachant que faire, il arrive par miracle à la sauver en lui mettant un bout de bois en fait, pour l'empêcher de mordre d'autres gens. Et il décide qu'il va devenir un pourfendeur de démons, une caste d'hommes qui a décidé d'ossir les viles créatures. Et lui, dans le but de trouver qui a transformé sa sœur en démon et s'il y a un moyen de la sauver. Donc voilà, on va suivre le parcours de Tanjiro et Nezuko, donc un duo très atypique. C'est un manga de Koyoharu Gotoge et c'est publié dans le grand magazine Shonen Jump depuis 2016 maintenant. Alors, comme tu nous le dis, c'est un manga publié dans Shonen Jump depuis 2016, un magazine de publication très populaire, de pré-publication très populaire, mais finalement qui suit un canevas assez précis, beaucoup de titres qui se ressemblent. Alors Demon Slayer est-il une exception ou une perle de plus à ce grand chapelet déjà bien complet? C'est un peu des deux, hein. On ne peut pas parler d'exception parce qu'il y a énormément de codes du shonen manga propres au Shonen Jump, donc des mangas pour adolescents garçons, mais le titre a quand même des qualités qui sont très propres. Donc déjà il a un scénario très simple, donc que je viens de vous dire, mais très efficace.
on a souvent vu ce genre de postulat dans les shonen manga, mais là l'auteur amène une certaine sensibilité, voire une mélancolie dans l'œuvre. Par exemple, la force du héros en fait, qu'il va acquérir au fil de l'aventure ne lui sert pas à devenir le meilleur ou le plus fort, mais juste à protéger les faibles et trouver ce qui arrivait à sa sœur, donc dans un but de vengeance. Ce qui est quand même assez rare dans ce genre de shonen. Je vois surtout Full Metal Alchemist qui le mettait énormément en avant dans la quête principale du héros en tout cas. Ensuite, le duo formé par Tanjiro et Nezuko, super mignon, il est irrésistible. Les deux déjà sont très jolis visuellement, à chaque fois c'est très agréable de les regarder, mais les interactions entre les deux, Nezuko ne parle jamais et du coup tout se passe par son visage. Tanjiro lui est justement un grand frère très bien élevé, très poli, donc il y a une espèce de dualité très intéressante qui se joue sur ce duo. Et des effets comiques aussi peut-être. Ah bah il y en a plein. En plus de ça, donc le graphisme du titre qui est très particulier, là on voit la version animée, mais la version du manga fait vraiment penser à un mélange entre le style des années 90 qu'on pouvait trouver par exemple sur du Yu Yu Hakusho et un côté un peu estampe japonaise. Et donc ça donne un truc très étonnamment frais de nos jours, alors que c'est un style un peu rétro. Les combats, ils sont très bien maîtrisés, c'est ce qu'on attend dans ce genre de titre. Là, il y a une vraie bonne dynamique de cadrage, il y a une vraie tenue du trait dans ce genre de choses, et les attaques spéciales sont très intéressantes, elles sont représentées comme des estampes, donc on accroît encore plus le côté un peu on va dire rétro, le côté encore plus Air Taisho, Air Meiji dans lequel l'action se passe. Et les créateurs, enfin les réalisateurs du dessin animé ne se sont pas trompés, parce que les attaques spéciales dans le dessin animé sont faites avec un effet 3D pour donner cet effet justement estampe, avec en plus un effet de couleur assez particulier, ce qui donne vraiment quelque chose de très très fort quand on voit le dessin animé, mais le manga aussi. Bon, il y a un gros bémol, pour les premiers volumes, l'histoire va très vite. En gros, je pense que c'est dû au fait que l'auteur n'était pas sûr que sa série marche, donc dès le deuxième volume, le méchant final apparaît. On nous dit c'est lui, et il apparaît de façon très brute. C'est genre en 3 cases, on dit au fait le mec que tu cherches, il s'appelle comme ça, il est là, il ressemble à ça. Ah bon, d'accord. Et finalement après le manga reprend un rythme beaucoup plus lent, parce que je pense que le manga a eu assez de succès pour qu'on se dise tu peux continuer, faites durer l'œuvre et faites-vous plaisir. Mais donc des fois c'est mal géré, donc l'apparition de ce méchant final, mais ça peut être aussi bien fait. Il y a une scène d'entraînement de Tanjiro qui dure 2 ans et elle est faite sur 2 chapitres qui ressemblent d'un côté à une espèce de journal intime du héros, et de l'autre on a un montage comme on a dans les films hollywoodiens, entraînement, voilà ce que je vais subir Rocky, pendant 2 ans par exemple. Et donc le titre a donc des qualités, d'excellents points pour lui quand on t'entend. Pourtant c'est quand même un manga qui a eu un faux départ chez nous, on peut le dire. Il revient un peu à la charge avec chez Panini. Il est sorti en 2017 chez nous sous le titre Les Rôdeurs de la Nuit, avec un échec quand même relatif. Qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Pourquoi il nous revient maintenant ? Alors, c'est une histoire un peu spéciale. Je vais essayer de la faire vite, bien, et de pas omettre les principaux détails. Le titre il sort chez nous en août 2017 chez Panini, donc sous le titre Les Rôdeurs de la Nuit, sans aucune publicité et avec un tout petit tirage, ce qui est assez aberrant pour ce genre de titre. Un titre Shonen Jump, normalement on essaye de le mettre en avant, on met en avant le label Shonen Jump comme on mettrait en avant un label Marvel. Là c'est pas mis en avant du tout. Le titre, personne ne savait qu'il sortait. Moi personnellement je l'ai découvert par hasard dans la librairie où je vais habituellement, et on m'a dit c'est sorti, bon voilà ça existe, prends-le ou prends-le pas. Au bout de 6 mois, le titre il est stoppé brutalement après 3 volumes parce que faute de bonne vente. C'est un cas qui arrivait très très souvent chez Panini. Les lecteurs Panini sont habitués, si une série ne marche pas, elle est stoppée en plein milieu. Panini Manga, je précise, vraiment Panini Manga. Parce que Panini Manga, ça ne marche pas trop en France. Il faut savoir qu'en Italie, Panini Manga, c'est quasiment 1 milliard de chiffre d'affaires donc chez nous, s'il n'y a pas de bonne vente, ils s'en foutent, ils arrêtent tout de suite. Mais début 2019, un nouveau responsable commercial, Jean-François Schmitt, arrive et il tente de redresser la barre. Première chose, il réédite plus d'une 50aine de titres, dont certains qui étaient devenus de collector, qui coûtaient plus de 200 € sur les enchères. Il les ressort pour ramener un peu ces titres devant de la scène, mais pas des Rôdeurs de la Nuit, pour une simple raison. Il a décidé que ce titre-là, il y a eu une erreur quand il est sorti. Il va le ressortir, donc en juin 2019, on annonce que ça ressort sous le nom Demon Slayer, le titre international de la série. Il explique qu'il va le ressortir dès le début, dès septembre, il va sortir tome 1 et 2, octobre tome 3 et 4, puis après on va reprendre un rythme beaucoup plus régulier. Et il précise même pour ceux qui ont déjà acheté les titres avant, qui ne veulent pas le racheter, qu'ils sont prêts à offrir des couvertures avec les nouveaux visuels pour que ça soit pas dépareillé dans la librairie. Donc ils ont fait énormément d'efforts, une grosse mise en avant à Japan Expo, des liens avec le dessin animé et ainsi de suite. Donc en septembre de cette année, les premiers volumes sont arrivés
Et ça a marché, ça a été victime de son succès. Ils ont fait le meilleur lancement manga sur une première semaine. Ils ont battu donc The Promised Neverland, sorti il y a maintenant près de 2 ans chez Kazé. Du coup, on recommande. Du coup, on recommande grandement, avec un scénario efficace, un trait racé, personnages attachants et un univers fascinant. Demon Slayer, selon moi, a tout pour vous plaire si vous êtes fan de manga ou même d'univers assez fantastique. À la manière d'un Steven Universe qui aimerait tout régler par le dialogue et une poignée de main, le titre propose une réflexion assez intéressante sur la vision qu'on a des autres. La quête de Tanjiro est une quête pour comprendre le monde et tenter de voir si une alternative au malheur ne peut pas exister dans un monde en pleine transition. Et bon, si vous trouvez que je fais un peu trop le verbeux, c'est un très bon shonen manga, il y a de très bons combats, il y a de très bons personnages, c'est un peu cliché comme on aime dans ce genre de titre, mais ça a tout pour plaire. N'hésitez pas à acheter ce titre qui est littéralement revenu entre les morts grâce aux efforts de Panini pour proposer une édition à la hauteur de ce titre. Merci pour cette critique, tu as bien fait de le rappeler, c'est chez Panini Manga. Demon Slayer autour du plateau, est-ce que vous y êtes un petit peu frotté, essayé, est-ce que ça vous intéresse, est-ce que ça vous intrigue, Alors, Océane? ça m'intrigue, mais je connaissais pas du tout avant la critique de Cédric. Donc je crois qu'on est les deux seuls à s'y être frotté. Arnaud, peut-être? J'ai reçu le premier tome du coup à la rédaction, j'ai pas encore pu m'y plonger, mais j'étais au courant de ce lancement et de cette réédition justement de Panini suite au premier lancement qui n'avait pas marché. Donc si tu me dis que c'est bien, que c'est un bon shonen, je pense que je vais aller jeter un coup d'œil à ce premier tome déjà. Aurélien? Pas du tout, surtout n'habitant pas en France, je suis pas du tout l'actualité manga française. Par contre, le fait d'avoir des couvertures pour cacher les anciennes couvertures, je trouve ça très très satisfaisant. c'est plutôt sympa. C'est comme tu le dis, il suffit d'aller chez son libraire et puis on peut les changer. Mais même vous pouvez les demander via Panini. En fait, si vous avez un souci, vous pouvez demander via les réseaux sociaux. Je connais un auditeur de Mangakas qui m'a dit qu'il l'a reçu avec même une petite lettre disant merci à vous d'avoir soutenu le titre dès les débuts. Nous sommes désolés de ce couac éditorial et nous espérons que vous serez avec nous pour la suite. Alors, moi j'ai découvert la série avec l'animé sur Netflix du coup. Non, c'est pas sur Netflix. Non, si. sur Wakanim. Non, sur Wakanim, pardon, sur Wakanim. Bon, merci pour la correction. Mais je trouvais que justement il y avait peut-être, tu disais qu'il y avait beaucoup de rythme dans le manga, mais dans l'animé les ellipses sont peut-être un peu trop forcées par moment. Est-ce que dans le manga c'est un peu mieux géré? Comme je te disais, le début en fait c'est vraiment on va à 200 à l'heure. Ouais. Je trouve que la partie entraînement est vraiment bien gérée. Parce que l'animé ça va vraiment à toute vitesse. Ouais. J'ai pas regardé assez l'animé, je t'avoue, j'ai regardé les 2 premiers épisodes pour me faire une idée graphiquement, mais moi je suis plus manga de base, je savais que le manga ressortait donc j'attendais de voir l'œuvre originale. C'est toujours compliqué quand on adapte un manga en animé parce qu'il y a un gros comité de prod derrière, il faut voir combien d'épisodes on va faire, qu'est-ce qu'on va adapter comme arc. On sait déjà qu'un arc mineur va être plus court va être adapté au cinéma. Donc avant une deuxième saison, il va y avoir un film qui est canon, parce qu'il rentre clairement dans le... C'est pas comme les films animés d'habitude où on fait une œuvre, tout finit bien à la fin. Là, non, c'est vraiment un des arcs du manga adapté directement en animé. Ça a très bien marché, mais le manga marche déjà très bien au Japon, parce que je pense que déjà, quand on fait un titre qui parle du Japon un peu médiéval, c'est peut-être grossier de dire ça vu l'époque à laquelle ça se passe, parce que l'ère Taisho c'était de 18 jusqu'à 26 de mémoire, donc c'était encore très récent, mais les Japonais ils aiment bien ce genre d'œuvre, et mine de rien le personnage principal il est très attendrissant. Je parlais de Steven Universe parce qu'il y a cette même bienveillance dans le personnage. C'est quand il tue ses ennemis, même si c'est des démons qui ont tué d'autres gens, il fait une prière à leur âme et il essaye toujours de voir que ces gens ont été humains avant et qu'il y avait quelque chose peut-être. Ils n'ont pas complètement été perdus. Merci beaucoup pour cette critique. Effectivement, c'est peut-être l'un des éléments importants qu'il faut souligner, c'est que la violence c'est peut-être une discussion qui n'a pas eu lieu dans ce genre de série, et c'est plutôt réjouissant. La comparaison avec Fullmetal Alchemist à ce titre, on peut dire c'est assez pertinent. Sur le chat, je vois The Maniac qui souligne effectivement que Kimetsu no Yaiba est un sacré succès au Japon, et Zero Race qui salue je crois ton jeu de mots sur le retour depuis les morts. On va faire une petite pause si vous le voulez bien. On va s'écouter tout simplement l'opening de Demon Slayer interprété par Lisa et qui s'intitule Gurenge. A tout de suite. De retour dans Hyperlink, votre cocktail de bulles de pixels, toujours avec Océane et Cédric, mais surtout avec Aurélien et Arnaud. Comment ça va? Ça va toujours très bien. Toujours très bien, pause musicale appréciable. Je suis pas ultra fan des génériques d'animé, mais je suis éclectique, donc il n'y a pas de souci. Très très bien. On a un petit coup de chaud pendant cette pause, mais tout va bien se passer. On salue Zero Race sur le chat, on salue PJB Caro qui nous fait whoop whoop. Évidemment, je débarque au moment de la pause musicale. Eh bien oui, mais tu peux rester avec nous tout au long de l'émission
pour poser tes questions et nous faire part de tes remarques. J'ai envie de dire sans plus attendre qu'on peut lancer le débat sur le sujet qui nous réunit cette semaine, à savoir Watchmen. De toute façon, ça sert à rien de discuter avec toi, t'as toujours raison. Si, ça sert de discuter. C'est toi qui as toujours raison. Alors Watchmen, on a eu un film en 2009 qui a été peut-être la porte d'entrée dans l'histoire pour beaucoup de monde, mais on va partir de l'œuvre originale que tu vas nous présenter rapidement, Océane, s'il te plaît. Non, tu peux la présenter bien. Prends tout le temps qui s'impose. Tout à fait. Donc Watchmen, c'est un comics qui est écrit par Alan Moore, dessiné par Dave Gibbons et colorisé par John Higgins, qui est paru entre 1986 et 1987 chez DC Comics. Le comics se déroule en 1985. On est dans une uchronie dirigée par Nixon qui en est à son 3e mandat en tant que président des États-Unis. La guerre froide menace. On est à minuit moins 5 avant l'apocalypse sur l'horloge des grands scientifiques de cette époque. Et il s'avère que l'ancien leader d'une équipe de vigilantes qu'on appelle les Watchmen se fait tuer. Donc effectivement, le comédien Eddie Blake se fait tuer. On ne sait pas par qui, on ne sait pas pourquoi. Toujours est-il que son ancien collègue Rorschach, voilà, je dis comme ça parce que je me foire à chaque fois, bref, décide d'enquêter sur sa mort et découvre au fur et à mesure une conspiration qui pourrait bien menacer non seulement les autres Watchmen, mais aussi le monde entier. Et de là, par 12 numéros, comme le nombre de numéros sur une horloge, 12 numéros, au fur et à mesure desquels on apprend le passé des Watchmen et le futur de l'humanité qui est en jeu. Voilà. Est-ce que ça vous paraît complet, Cédric? Je te vois faire la moue. Non, je me dis, c'est très bien résumé parce que Watchmen, c'est une œuvre tellement dense qu'on peut très vite se perdre en se disant ça c'est important, il faut que je le mette. Et je trouve qu'elle a très bien épuré pour amener juste l'intrigue. Voilà. On peut dire que c'est un récit choral, donc on a vite fait de s'y perdre. Récit qui nous vient de deux personnes, Alan Moore et Dave Gibbons. Tout simplement, je vous pose de but en blanc, qui sont ces gens? Arnaud, peut-être? C'est à moi. Oui, on commence. La caractéristique, enfin, je pense que ce qu'il faut retenir surtout d'eux, c'est que ce sont des Britanniques et pas des scénaristes ni dessinateurs américains, et qui font un peu partie de cette vague d'auteurs et dessinateurs qui ont été repérés par les États-Unis pour faire un peu ce qu'on appelle la British Invasion. Et Alan Moore, notamment à cette époque-là, qui avait déjà commencé à rédiger avant pour des personnages DC Comics comme, DC qui allait devenir Vertigo comme Swamp Thing par exemple, ou Marvel Man chez Marvel, Miracle Man. En fait, c'était quelqu'un qui voulait redonner des lettres de noblesse aux super-héros parce qu'il trouvait que les comics de super-héros c'était quelque chose d'un peu désuet, un peu pour les jeunes, et qu'il n'y avait pas trop de fond derrière tout ça. Et donc son projet à cette époque-là, c'était vraiment de faire une histoire en prenant un univers de super-héros, mais en faisant quelque chose de mature pour les adultes qui allaient pouvoir réfléchir sur des grosses thématiques sociétales, mais vraiment à un autre niveau, parce que même si dans les années 80 on avait déjà passé le Bronze Age, donc on avait déjà compris que les comics pouvaient parler de thèmes sociétaux, là il fallait vraiment une œuvre qui soit là pour enfoncer pour donner un coup de pied dans la fourmilière, si tu veux. Donc c'était vraiment le projet. Et au départ, ils voulaient faire ça avec des personnages de Archie Comics qui n'étaient pas utilisés, puis c'est l'éditeur Dick Giordano qui leur avait proposé d'utiliser des personnages de Charlton Comics qui avaient été rachetés par DC Comics, donc c'est vraiment des personnages en 85. C'est ça, en 85. Sauf que le truc, c'est que Alan Moore et Dave Gibbons voulaient faire une histoire où les personnages allaient mourir, et de façon définitive. Donc on leur dit par contre les gars, c'est pas possible. Et donc on leur a proposé ensuite simplement de créer simplement leur univers avec leurs propres personnages, mais quand on regarde justement les personnages en question, on voit qu'il y a pas des copies, mais en disant des énormes inspirations de personnages de Charlton Comics qui existaient déjà. Par exemple Rorschach, dont on a parlé avant, qui est repris de The Question de Steve Ditko. Et il y a le Dr Manhattan qui est repris de Captain Atom, et Owlman qui est un peu un mix avec Blue Beetle et Batman par exemple. Puis il y a également Nightshade pour le Spectre Soyeux, Thunderbolt pour Ozymandias. Des personnages qui quand même, mine de rien, sont quand même très marquants. Je te vois, Océane, c'est un récit centré sur ces personnages. Complètement. En fait, l'œuvre, on a 2 chapitres par personnage, donc ça commence forcément avec le comédien. On a ensuite tout un chapitre qui est consacré uniquement au Dr Manhattan. Donc c'est plus une histoire character-driven à mon sens qu'une histoire qui se suit. Il y a évidemment un fil rouge, c'est très narratif, mais pour moi c'est vraiment le destin de personnages qui se retrouvent à un moment clé de l'histoire.
malgré eux et qui du coup essaient un petit peu de dépatouiller la situation dans laquelle ils se retrouvent. Et est-ce qu'on peut dire que, du coup, vu que le récit va s'attarder de personnage en personnage, une structure un peu chorale, que ces personnages sont chacun à leur manière des miroirs déformants des vices de la société américaine que Alan Moore va essayer d'aborder. On peut quand même commencer par le comédien peut-être, qui est le personnage qui lance tout le récit, quoi. Alors le comédien était déjà là pendant les Minutemen, il refait partie de la nouvelle équipe pour les Watchmen. Il a gagné le Vietnam avec le Docteur Manhattan. Les États-Unis ont gagné la guerre du Vietnam dans Watchmen. C'est donc en ça notamment que c'est une uchronie. Et on s'aperçoit très vite qu'en fait c'est juste un tueur psychopathe sans foi ni loi, qui est dénué de très peu d'humanité et qui en plus a failli commettre le crime de violer sa partenaire, le premier spectre soyeux. Donc de base, Alan Moore te dit en fait celui dont tu penses qu'il a sauvé ton pays, à côté c'est un violeur qui n'hésite pas à tuer une femme enceinte au Vietnam. C'est-à-dire qu'il n'a aucune humanité. Il veut protéger l'humanité, mais il n'en a aucune au fond. Cédric ? Elle a raison, mais en plus de ça, c'est plus qu'une critique de la société américaine, c'est aussi une critique de la société américaine vue dans les comics. C'est-à-dire que quand Moore il propose cette œuvre, le concept c'est de se dire... donc c'est vraiment ça les super-héros, c'est existé dans la vraie vie, c'est ça, parce que globalement on t'explique que c'est des keufs qui ont mis des costumes parce que les méchants, des mecs qui ont commencé à mettre des costumes. Donc si on enlève Dr Manhattan qui dans l'histoire c'est le seul personnage qui a des pouvoirs parce qu'il a subi une catastrophe scientifique, blablabla, on l'enlève lui, ce sont tous, comme elle a dit au début, des vigilantes, donc c'est tous des Batman en fait. Donc ça questionne vraiment ce concept de un mec qui met un costume, donc qui se cache aux yeux de la loi, qu'est-ce qu'il peut faire s'il n'a s'il a toute liberté de faire ce qu'il veut, parce qu'au début, en tout cas, le gouvernement, avant le début du comics, le gouvernement approuvait les actes des vigilantes jusqu'en 77. Ouais. Et donc c'est d'où le premier groupe de super-héros dont on a parlé, les Minutemen, qui justement a eu lieu, a fait ses premières armes juste à l'après-guerre en fait. Tu te poses ces questions de alors ces mecs-là, qu'est-ce qu'ils font exactement? Ils veulent faire le bien, ok, mais des fois ils peuvent complètement péter un plomb. Dans le comics, on nous explique que l'un des derniers Minutemen encore en vie, il est à l'asile parce qu'à force de se mettre ce costume de mythe, il a pensé devenir vraiment une mythe. Le comédien, lui, c'est un peu différent parce que effectivement, c'est plutôt une représentation du GI en fait. Donc, il incarne complètement ce que le soldat américain pouvait être à une époque. A dit il arrivait en héros victorieux, mais en fait il avait fait des atrocités, mais le comédien est complètement au courant de ce genre d'action. Ce qui est intéressant, c'est que Moore, comme c'est une uchronie, en fait se permet de réécrire l'histoire comme il a envie. Donc par exemple, on nous fait comprendre très largement que le comédien est peut-être en tout cas il est dans l'assassinat de Kennedy. Donc, entre autres. Je donne un exemple concret. C'est ce qui est développé aussi dans son chapitre de Before Watchmen, qu'il aurait des implications vraiment très hautes. On va pas forcément s'aventurer sur le terrain de Before Watchmen tout de suite. Aurélien. Effectivement, je suis d'accord pour dire qu'il y a toute une représentation de la société américaine via ces personnages. Et pour reprendre le comédien, même plus qu'un simple GI, c'est une représentation, on va dire, du complexe militaro-industriel. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait exactement en fait toutes les actions que les États-Unis peuvent avoir partout dans le monde. Par exemple, sans en révéler trop, une des clés de son assassinat, ça vient du fait qu'il revenait d'une mission en Amérique du Sud où il était parti déstabiliser un régime un peu trop à gauche pour les États-Unis et qu'il a fait une découverte qui a mené à son assassinat. Et en plus de ça, Watchmen va effectivement questionner la légitimité du super-héros, comme on disait. Est-ce que juste parce qu'on met un masque, on a le droit de faire la loi? Et en plus de ça, une des clés du comics va être de dire, mais en même temps, est-ce que vraiment quelqu'un qui met un masque a un impact durable sur le réel? Une des clés du comics consiste à dire, c'est bien, vous allez taper sur les méchants, vous allez mettre quelques voyous en prison, éventuellement vous allez en tuer quelques-uns si vous êtes roche rare, mais on est face à une guerre nucléaire entre la Russie et les États-Unis. Ça sert à quoi vos gamineries? Est-ce qu'il n'y a pas des sujets plus sérieux? Et c'est aussi en fait la démarche de Moore qui voulait questionner la finalité du super-héros et jusqu'à quand on peut tolérer que nos super-héros n'ont finalement aucun impact sur les grandes questions de société.
Arnaud puis Cédric. Ça, faut quand même voir que quand tu lis Watchmen et que tu regardes les personnages nains, tu te rends compte au final qu'ils sont tous, de toute façon, ils ont tous des problèmes psychologiques et qu'ils sont tous impuissants quelque part. On a parlé du comédien qui est fou allié, clairement, qui est un psychopathe. Mais c'est Allman qui a aussi des gros problèmes ensuite d'impuissance, vraiment d'impuissance concrètement, que Six Spectre a mal vécu aussi sa célébrité, qu'elle tombe dans l'alcoolisme, dans les drogues. En fait, il y a personne de noble, en fait. C'est derrière le costume, c'est juste effectivement, c'est un masque pour cacher juste des gens qui ont des vrais problèmes psychologiques et qui sont un peu tristes à regarder. Mais au-delà de ça, c'est que même Dr Manhattan, qui est la seule figure réellement super-héroïque dans ce milieu, à la fin, en fait, il est resté impuissant face au plot, si tu veux, d'un certain Ozymandias. Donc, sans trop révéler, si jamais quelqu'un ne l'a pas encore lu, on te dit quand même que même l'être le plus puissant et le plus omnipotent sur cette terre est incapable, en fait, d'accomplir ce à quoi un super-héros est destiné. Donc, vraiment, c'est de dire, ouais, les super-héros, en fait, arrêtez, quoi. C'est un truc de gosse. Dans la vraie vie, ça n'existe pas et ça ne sert à rien. Cédric ? Ouais, il y a beaucoup de choses du coup, parce que là il faut répondre aux deux trucs. Premièrement, quand je parlais du comédien en tant que soldat, je parlais plutôt dans les Minutemen. Quand il est jeune, il a vraiment ce côté petit GI qui débarque très, on va dire, plutôt pur, c'est un peu compliqué, mais voilà, il a une idée très simple des choses. Effectivement, quand il est vieux, on voit que c'est le briscard qui connaît tous les secrets, donc là c'est différent. Je parlais vraiment, quand il est dans les Minutemen, cette critique, elle se représentait ce truc-là. Ensuite, c'est tout à fait vrai que la légitimité du super-héros, mais même à quoi ça sert, c'est dit dès le chapitre 1 quand le premier hibou explique ah bah j'ai revu tel méchant, je l'avais mis en tôle une dizaine de fois, on a pris un café machin, tu te dis quoi, pardon, t'as pris un café avec un ancien méchant, bon ok très bien, et il dit ouais voilà, enfin la mère du Spectre Soyeux qui était elle-même Spectre Soyeux avant, elle explique globalement qu'elle se fait violer, donc on le sait qu'elle se fait violer, elle dit ça va, enfin c'est passé, c'est le passé. Sa fille est très choquée, elle fait quoi, elle fait ma fille tu comprendras avec le temps, tout est relatif, enfin voilà. Donc il y a cette espèce de rapport à la morale, on se dit donc mais où est le bien, où est le mal, parce que si les super héros finalement avec le temps ça coquine avec les super vilains, à quoi ça sert d'être un super héros, à quoi ça sert d'être un super vilain, enfin ces questions-là sont données. Et sur Dr Manhattan, c'est montré aussi dans un flashback au Vietnam, où le comédien se fait taillader le visage et il tue celle qui lui a fait ça, qui est une femme enceinte, et le Manhattan est outré. Enfin, c'est une des rares fois où on le voit un peu avoir des émotions. Il dit mais pourquoi tu as fait ça? Il dit t'as laissé faire, enfin tu pouvais très bien m'arrêter, tu as complètement laissé faire, t'en as rien à foutre de nous, donc n'essaye pas de me faire ton père la morale, tu n'es pas plus moral que nous. Aurélien. Oui, tout à fait. À propos de Manhattan, c'est aussi une autre remarque que Moore fait finalement sur les super-héros, et en particulier les super-héros ultra puissants comme Shazam, comme Superman. Tout à fait, c'est de dire que à partir d'un certain niveau de puissance, ce sont des personnages qui n'ont plus de rapport avec l'humanité et qui donc en fait se détachent émotionnellement et intellectuellement de l'humanité. C'est quelque chose qu'il avait déjà fait, dont il aura la fin plus tard dans Miracle Man, où sans trop en raconter, effectivement on a un personnage qui a le même parcours que Dr Manhattan et qui se détache de l'humanité et en vient à la considérer comme des insectes, à peu près ce qui est que la vision que Dr Manhattan peut avoir des humains. Moi je voudrais juste du coup recommander un truc qui a des similitudes, c'est les œuvres d'Alex Ross, et particulièrement ce qu'il avait écrit sur Superman. Kingdom Come. Non, je pensais à un chapitre, enfin il y a Kingdom Come, mais je pensais à un chapitre où il... peut-être que je confonds, c'est peut-être pas Alex Ross, celui où il essaye de se dire peut-être avec mes pouvoirs je peux sauver tout le monde, et il arrive à rien en fait. Bon c'est pas très grave, je retrouverai un moment, mais en gros il y avait ce qu'on... On me dit dans l'oreillette paix sur terre. Ça doit être ce paix sur terre, effectivement, où il essaye. On voit à un moment les pauvres qui se frottent à lui, qui s'écartent les doigts sur sa peau, et on voit que lui est triste parce qu'il ne peut rien faire pour eux. Et comme il comprend qu'il peut rien faire pour eux, il s'enfuit. Donc le questionnement était très similaire. Et Marvels aussi, qui questionnait aussi ce rapport l'homme face aux entités qui nous dépassent tous. Qu'est-ce qu'on peut faire à ça? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire justement? On va peut-être interroger la place d'un des protagonistes du récit qui est peut-être plus actif que d'autres. En tout cas, c'est lui qui mène l'enquête le premier. Rorschach. Là, tu fais cœur, Cédric hors-champ. Attention. Rorschach. J'aime l'extrême droite. Rorschach. Ok, très bien. Vous pouvez faire un clip là-dessus, très très bien, c'est parfait. Non mais Rorschach, effectivement, c'est un personnage qui s'est attiré notamment au détour du film la sympathie d'une partie du public. Faut dire qu'on rentre dans le récit à travers un petit peu son regard à lui, mais c'est pas un personnage très très simple.
Océane. Ouais, c'est assez audacieux de la part de Moore d'écrire le comics en utilisant surtout des extraits de son journal intime. Justement, c'est ça qui est notamment une porte d'entrée, c'est qu'on entre dans ses pensées, on voit quel est le but de son enquête, on voit aussi contre qui il en a dans la société, donc a priori tout le monde. Donc je vous épargne le discours sur les putes, les politiciens et les homosexuels qui sont tous à l'origine de la décadence de la société selon lui. Donc c'est vrai que ça peut être déroutant au départ de suivre un point de vue avec lequel on n'a aucun accord parce qu'il est clairement misogyne, il a clairement beaucoup de défauts idéologiquement et sa grille de vision d'ailleurs est assez simple, c'est pas de compromis même devant l'apocalypse, et en ça c'est le personnage qui est peut-être le plus extrême, et je peux comprendre que le lecteur s'y identifie parce que c'est le seul à ne finalement pas être lâche face à ce qu'il découvre. Est-ce que c'est pas aussi celui qui incarne une forme d'idéal qui refuse de plier face à juste comme tu dis, l'apocalypse, quoi. C'est peut-être aussi ça qui fait que c'est un personnage avec lequel on peut créer de l'empathie. C'est ça, parce que tous les autres ils auraient été prêts à baisser les bras devant ce qui se passe. Et d'ailleurs, est-ce que c'est pas aussi ce que fait un peu l'humanité à la fin, c'est qu'elle baisse les bras devant ce qui s'est passé. Bon, ok, on fait la paix, mais bon, voilà, c'est pas vraiment de gaieté de cœur qu'ils la font. Il y a deux raisons quand même pourquoi le personnage marche. Il faut remettre les choses dans le contexte. En 85, ce genre de personnage était très populaire. Moi, je pense à des personnages comme The Mask qui était sans foi ni loi, qui tue à tout va. Enfin, il y avait quand même un côté très sombre, et on aimait bien les personnages hard-boiled. Et quand on rentre dans le récit, on sait pas que Rorschach il est raciste, il est homophobe, il le dit très vite. Il le dit pas, il dit pas clairement je suis raciste. Clairement, on entend qu'il dit qu'il a des soucis avec certaines personnes, mais tu comprends que déjà il est pas très net dans la manière dont il parle, où il manque certains mots, il manque certaines ponctuations. Mais en tout cas, très vite, tu comprends qu'il est en colère contre le système. Il est en colère contre plein de choses, c'est une espèce d'anarchiste. Mais comme beaucoup vraiment, je pense à tous les polars, les trucs hardboiled, en fait, c'est vraiment à partir du chapitre 2-3 que tu dis, ok, il est quand même un peu borderline, mais quand le premier chapitre arrive, tu le suis mener son enquête dans les bas-fonds des cités, il castagne des mecs dans des bars, enfin... Ça me semble pas plus fou que certains trucs de Dick Tracy en fait dans la structure. Donc quand tu commences à lire le comics, tu te dis ok, c'est lui le héros, c'est cool, il est un peu sombre, il est un peu dark, mais c'est le seul qui fait encore des trucs, tout le monde a abandonné, il y a pas lui. Et plus tard tu te dis ouais, ok, bon, il est pas cool, mais il abandonne pas, comme tu dis, il n'abandonne jamais. Donc je pense que comme t'as appelé le lecteur dès le début, tu peux pas en fait le lecteur s'il ne croit plus en... Si tu suis même plus ce personnage-là, tu suis qui en fait? Qu'est-ce que tu fais? Alors avant de donner la parole à Océane, juste j'aimerais citer Corentin Yogsotot sur le chat qui nous dit qu'apparemment le coup du cahier est inspiré par Arthur Bremer, le vrai tireur qui a inspiré Travis de Taxi Driver, d'où la proximité entre le Joker de Phoenix et Rorschach observée par pas mal de gens. Voilà. Ouais. Océane. En fait, Rorschach, c'est un peu le hungry white male qui écouterait Nanny Schness au premier degré sans comprendre ce qu'il y a derrière. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on découvre son passé, qu'on comprend pourquoi il a mis un masque, là il dit des choses intéressantes sur le système judiciaire, sur la police aussi. C'est à travers lui qu'on comprend pourquoi la police est aussi méprisée. Et c'est vrai que l'événement qui le traumatise, moi pareil, quand j'ai lu, j'étais quand même sonnée. Et Moore lui donne quand même une backstory très humaine d'un mec qui perd les pédales parce qu'il voit que la société perd les pédales et qu'elle est prête à ignorer complètement que des pédophiles se baladent dans la rue et qui butent des jeunes filles. Et ça, c'est vrai que c'est un acte très fort de départ parce qu'il perd son innocence aussi en voyant cette jeune fille assassinée. Et je pense que ça c'est vraiment le basculement du personnage, et c'est ce qu'il explique très bien lorsqu'il fait face au psy qui lui montre les cartes de Rorschach, et qui, au fur et à mesure, on comprend que derrière le dessin, il y a un événement de sa vie qui l'a mené à être ce qu'il est. Aurélien? Oui, concernant le personnage de Rorschach, il y a quelque chose qui est très un peu ironique en fait dans la démarche d'Alan Moore, qui est quelqu'un qui est ouvertement d'extrême gauche, d'obédience anarchiste. V pour Vendetta, c'est définitivement un comics anarchiste. Et le personnage de Rorschach lui-même est inspiré, comme on le disait, d'un autre personnage des Charlton Comics, qui était The Question, créé par Steve Ditko. Et dans la démarche de Steve Ditko, lorsqu'il a créé The Question, c'était vraiment de faire un super-héros objectiviste, inspiré par la philosophie d'Ayn Rand. Donc une philosophie très à droite, très individualiste, où il y a le bien et le mal, pas de frontière entre les deux, enfin une frontière imperméable entre les deux. Et donc la démarche de Moore, c'était de reprendre ce super-héros, cette logique-là, et de voir jusqu'où elle pouvait aller, et d'en voir en fait toutes les faiblesses. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'il va pas chercher non plus à le présenter comme un monstre. On le verra, en fait, ça sera un personnage très ambigu, mais Moore s'autorise aussi à lui donner une certaine humanité et
n'impose pas ses propres convictions en tant qu'anarchiste sur un personnage destiné à être plutôt très à droite. On peut le dire que Watchmen, c'est une œuvre qui est quand même qui joue de cette ambiguïté-là justement et qui n'essaye pas d'imposer peut-être un spectre moral ou une grille de lecture morale sur le récit. Cédric, il me semble. Non, mais t'as complètement raison parce qu'on parle de Rorschach depuis tout à l'heure. Et par exemple, un exemple très concret pour moi sur ça, c'est il n'aime pas les prostituées. Pourquoi ? Parce que sa mère était une prostituée et qu'en fait depuis tout petit il a une image déformée de ce que sont ces femmes. Donc est-ce qu'il est amoral ? La question se pose en fait, c'est-à-dire que le mec a subi des traumas d'enfance, il n'arrive pas à les régler, il n'est pas plus amoral que vous et moi en fait, on a tous subi des choses, alors peut-être pas à ce niveau-là, mais ce que je veux dire c'est que dans le comics, j'irais pas planter des on a coups parlé de Joker la semaine dernière, s'il vous plaît. mais non, mais ce qui est intéressant c'est que dans le comics il est pas plus amoral que certains autres personnages et surtout vu ce qui se passe à la fin, clairement pour moi dans les dernières actions il est limite le plus moral de tous en fait à la toute fin du récit. Arnaud ? Oui, parce qu'il commet le sacrifice, c'est son absolutisme devant l'adversité, du fait qu'il fera pas de compromis pour ce qu'il pense être leur bien, et qu'il est vraiment celui qui préfère à la limite foutre le chaos sur terre en révélant la vérité plutôt que d'avoir une paix fabriquée avec un acte ignoble derrière. Et en soi, je pense que on est quelque part tous on se dit tous aussi c'est clair, la vérité avant tout, parce que c'est ça la belle chose quoi. Donc c'est vrai qu'on a ce truc génial d'avoir un personnage qui est fondamentalement mauvais, on va dire, enfin dans une œuvre de toute façon où tout le monde est taré grosso modo, mais où tu arrives quand même effectivement à t'attacher à quelqu'un d'ignoble parce qu'il est quand même celui qui fera l'acte le plus noble au final, je pense. Est-ce que c'est pas le moment de parler de l'éléphant dans la pièce, Ozymandias, dont on s'est abstenu de parler jusqu'à maintenant? C'est un peu le poulpe dans la pièce. Ah oui, oh là là, comme tu t'avances. Qui est ce bonhomme? C'est un personnage qui a l'air d'avoir un peu mieux réussi que les autres, qui a de l'argent, qui a du succès. Est-ce que c'est pas un peu le Kevin Feige de l'équation, peut-être? J'ai dit, est-ce que c'est pas un peu le Carrel et son équipe Oh non, en plus je suis venu en bleu en plus. Non, c'est vrai. Non, j'ai pas de cerceau sur la tête. Ozymandias, c'est l'un des Watchmen. C'est dans l'histoire, il est décrit comme l'homme le plus intelligent sur Terre. Et c'est un peu moins, on le met souvent moins en avant, mais il est l'un des plus forts. En tout cas, il est l'un des plus athlétiques. Il a un corps quasi parfait, digne des dieux de l'Olympe, comme on le décrit. Alexandre le Grand. Voilà. Et c'est un mec qui a très vite compris des choses. Enfin, très, très jeune, il a compris beaucoup de choses sur le système, comment ça marchait. Et globalement, avant je disais que les super-héros avaient été interdits en 77, lui il a pris sa retraite un peu avant. Il a tout de suite fait une espèce de réveil public. Il a dit qui était Ozymandias. Il dit voilà, c'est moi. Il est devenu homme d'affaires. Il a réussi à marketer son nom, le nom de ses potes, faire des figurines, des jouets, des machins. Enfin, il a tout de suite compris tout le système pour avoir de l'argent. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un personnage capitaliste, mais qui a un but philanthrope, on va dire d'une certaine manière. Océane. Philanthrope à sa manière, aussi taré que les autres. C'est intéressant parce que plus on avance dans... Enfin, en tout cas, plus je grandis avec Watchmen, plus je me dis qu'Ozymandias, c'est peut-être pas le méchant qui est vendu, en fait. Je trouve qu'il a plus de nuances que ça. Et plus ça va, plus sans forcément m'attacher à lui, je comprends son discours derrière. Et je pense que c'est un des personnages les plus provocateurs de l'œuvre. Et Moore nous met clairement en face qu'est-ce que vous feriez à sa place, en fait. Est-ce que si vous aviez les moyens de sauver le monde, est-ce que vous seriez prêt à le faire? On a d'un côté Rorschach qui dit si la vérité absolue éclatait avec un énorme sacrifice personnel à la clé, est-ce que vous le feriez? En face, on a Adrian Veidt, donc son identité civile, qui dit moi j'ai les moyens de sauver le monde, de sauver la paix. Qu'est-ce que je ferais avec ça? Et du coup, il a trouvé une réponse à son équation. Alors c'est sa réponse à lui, mais c'est ça qu'il apporte aussi. Et je trouve que c'est vraiment pour moi, c'est le miroir de Rorschach en fait, tout simplement. Arnaud? Non, justement pour dire que dans son entreprise de businessman et du fait de vendre des figurines avec des super-héros, enfin tout le côté marketing, enfin c'est aussi un des aspects critiques d'Alan Moore sur ce que sont les comics de super-héros, qui sont effectivement des usines à marquer, enfin que les boîtes qui produisent ça, les éditeurs en fait font des produits dérivés. Enfin il y a une énorme critique de ce qu'on peut dire du super-héros, et des éléments qui sont repris bien plus tard par des gens comme Garth Ennis dans The Boys aussi, qui fait aussi une critique très, très acide de cette façon de voir le super-héros. Qu'on abordera du coup après la pause musicale. Merci beaucoup pour cette transition donnée sur un plateau. On va s'écouter du coup Take a Bow sur la bande son de Watchmen, un morceau de Océane, je te vois lever le point. De Muse, et c'est juste dans la bande annonce finale de Watchmen en fait. Très bien, on s'écoute ça et on se retrouve juste après.
De retour dans Hyperlink, votre cocktail de bulles de pixels, toujours avec Aurélien et Arnaud. Oui, toujours. J'ai hésité, je voulais partir, mais en fait, je suis resté. Super. Cédric, t'as voulu partir toi aussi? T'es plus près de la porte. Hein. Moi, je suis enchaîné. Ah oui, oui, effectivement, j'ai le héros juste ici. Océane. Non, mais il y a Muse, hein, donc moi ça me va, je reste. Parfait, très bien. Alors, on est d'accord que Black Cause and Revelation, c'est le meilleur album? C'est tout à fait le meilleur album. C'est tout à fait le meilleur album. Très bien. Alors on peut débattre ou... Ouais, vas-y. Non. Alors, sur le chat, on nous a demandé si d'ailleurs ce morceau Take a Bow avait un rapport avec Green Arrow. Non, c'est un rapport avec Rihanna. Voilà. J'ai envie de dire qu'on est parti pour la deuxième moitié du débat avec un élément de transition qui est quand même relativement, ma foi, sympathique. Ozymandias et sa solution pour l'humanité, qui est peut-être la clé de voûte de l'œuvre. T'as mentionné un poulpe tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Eh bien, c'est simple. En fait, la solution d'Ozymandias, c'est assez simple. C'est qu'il va faire croire au monde entier qu'un poulpe alien a décidé de débarquer sur New York pour exterminer la ville. Et son idée derrière, c'était que les États-Unis et la Russie allaient être alliés face à une menace commune qui était la menace alien et qui permettrait finalement d'arrêter la guerre froide, hein, tout simplement. Le petit plot twist, c'est qu'en fait, l'alien n'en est pas un, et le poulpe, en fait, est le résultat de manipulations génétiques qu'il a menées avec une équipe de scientifiques au nez et à la barbe du docteur Manhattan. Et d'ailleurs, l'une de ses productions génétiques, c'est son animal de compagnie, qui est un très bel... Enfin, je sais pas quelle espèce c'est. Il dit que c'est un mélange entre un lynx et je sais plus quoi d'autre. Voilà. Enfin, c'est un lynx marrant. Voilà, donc grosso modo, il aime jouer avec la génétique et il a décidé d'utiliser ça pour réconcilier le monde de manière extrêmement sanglante. Mais du coup, dans quoi est-ce que cette résolution, qui n'en est peut-être pas une, enfin qui en est une ou pas selon qu'on se positionne, le lecteur est libre de ça, illustre la démarche de Moore, la démarche critique de Moore au sein de l'œuvre? Alors, moi je voulais juste mettre une précision dans le plan d'Ozymandias, c'est que ça marche, mais il faut pour ça un truc, il faut se débarrasser de Manhattan. Parce que si Manhattan est présent, en fait Manhattan il est américain, c'est un homme américain à la base, donc pour la tête de tout le monde dans l'histoire, il est du côté américain, il a aidé au Vietnam, et voilà. Donc c'est pour ça que les tensions guerre froide sont très tendues, mais ça n'a jamais passé le cap parce que Manhattan est là comme barrière. Et le plan du poulpe marche à 100% s'il n'y a plus Manhattan. En fait, s'il n'y a plus que des humains, s'il n'y a plus de Dieu dans l'équation, ça marche. Donc il faut se débarrasser de Manhattan. Donc en plus, il a tout un plan où il donne le cancer à tous ceux qui ont approché de près ou de loin Manhattan. Oui, on va spoiler sévère là, attention. Oui. Pour globalement faire croire que Manhattan, comme il est un très beau bleu irradiant, il a complètement irradié ses proches. Ce que Manhattan croit également d'ailleurs. Hein, et ce qui montre d'ailleurs étonnamment la limite d'un être semi-omnipotent qui n'arrive pas à voir le poteau rose. Et donc ce qui amènera la fin de Manhattan, qui même s'il a compris qu'il a été berné, il partira parce qu'il a compris que même pour que ça marche, cette paix, il faut qu'il ne soit plus là, il faut qu'il soit devenu l'ennemi de tout le monde, quoi. Arnaud ? Oui, après il s'en va dans l'univers DC Comics. Oui. Alors, c'est lui qui va créer toutes les terres parallèles de l'univers DC. Le New 52, c'est vachement bien. C'est vrai, je savais pas du tout que c'était Manhattan. Il y a tout un gros délire là-dessus, mais on en parlera peut-être un petit peu après. J'avais pas grand-chose à rajouter sur le plan du... Non, mais vu que tu mentionnais la dimension critique de Moore à travers Watchmen, oui, disons le fait qu'on... c'est peut-être un axe qu'on peut commencer à aborder avant d'aborder le cinéma. C'est l'illustration dont je parlais avant, de dire que effectivement même l'être le plus puissant en fait peut être berné. C'est pour dire que on a quelqu'un qui est capable de se téléporter, qui est capable de voir dans le passé, dans le futur, de faire tout et n'importe quoi, mais parce qu'il reste quand même une certaine dimension humaine malgré tout dans ce personnage-là, on peut encore le tromper. Et la conclusion, c'est de se dire que même ce genre de personnage dont on raffole dans les comic books américains, au final, sont désuets. Pour revenir sur la question du poulpe, je voulais préciser que c'était quand même un élément qui a toujours beaucoup perturbé les fans dans la mesure où c'était un élément presque fantastique qui débarquait au milieu du récit. Jusque-là, on avait vraiment uniquement le Dr Manhattan dont l'origine était expliquée lors de l'épisode qui lui était dédié. Et soudain, on avait une espèce de poulpe géant, télépathe en plus, qui détruit New York. Et lorsqu'on apprend en fait son existence, lorsqu'on suit Rorschach et le hibou qui apprennent l'existence et lorsqu'ils sont face aux Ozymandias, leur première réaction c'est mais non, on va t'arrêter. Et Ozymandias leur répond mais vous croyez quoi, je suis un vilain d'un vieux serial des années 30, mais je l'ai fait mon plan, donc si je vous en parle c'est que c'est trop tard.
Et énormément de lecteurs, pendant longtemps, se sont dit cette fin, quand même, elle est un peu tirée par les cheveux, à quoi elle sert, etc. Et je pense qu'en fait, on ne peut pas la comprendre si on n'essaie pas d'analyser la démarche plus profonde de Moore sur ce que représente le poulpe pour lui. C'était un peu ce que j'ai essayé de développer justement dans le Monsieur Bobbin que je lui avais consacré, où pour Moore, le poulpe, en fait, c'est une solution qui repose sur l'imaginaire. Et il y a une citation de Moore dans le documentaire qui lui est dédié, The Mindscape of Alan Moore, où il dit « Moi, en tant qu'auteur, je n'écris pas des mensonges, j'écris de la fiction. » Et le poulpe, en fait, ça représente ça, c'est-à-dire je vais créer une fiction, enfin du moins Ozymandias va créer une fiction, va créer une histoire à laquelle l'humanité va pouvoir se rattacher et va croire parce qu'elle sera pas forcément crédible, mais elle va faire sens par rapport à tout l'imaginaire qu'on peut avoir, qui est hérité notamment de Lovecraft, qui est hérité d'énormément de légendes ancestrales. Et c'est pour cette raison en fait que le poulpe va marcher, du moins est censé marcher dans l'univers de Watchmen. Cédric ? Eh ben, cette citation, en plus, moi qui suis très fan de M. Bobbin, je la connais bien, c'est qu'il précise la nuance est très subtile et je peux comprendre que si on n'est pas adepte de ce genre de réflexion, on ne la comprenne pas. Pendant longtemps, je ne comprenais pas exactement la nuance et récemment, je pense avoir compris, c'est que globalement, la nuance tient au simple fait du mensonge, enfin de qu'on y croit ou pas. C'est qu'à partir du moment où tu sais que la fiction n'en est qu'une, c'est là que ça devient un mensonge à tes yeux. La fiction, elle a ce pouvoir sur toi si tu pense qu'elle existe. En fait, la différence entre le mensonge et la fiction, c'est juste la croyance que les gens ont dans ce fait. Donc le poulpe, il est une œuvre de fiction pure à partir du moment où l'humanité y croit. Donc c'est pour ça que finalement les Watchmen disent ok, t'as gagné, ton plan était horrible, t'as tué des gens, mais t'as amené une paix et on n'a rien pu faire, donc t'as gagné. Et en recherche, c'est le seul qui dit mais non, c'est un mensonge. Moi je sais la vérité, c'est un mensonge. Et hors de question de pas de compromis. Pas de compromis. C'est-à-dire qu'on ne peut pas créer une paix basée sur du mensonge. Et les autres disent, c'est pas un mensonge vu que c'est vrai. Et le débat final est là. Et Rorschach dit, en gros, si vous voulez m'arrêter, ça sera ma mort. Et donc Manhattan, malencontreusement, le tue, il hésite. Et Rorschach enlève son masque et lui dit, fais-le, pas de compromis. Et donc il va jusqu'au bout de la démarche. Aurélien ? Tout à fait, et en plus de ça, cette démarche cette différence entre la fiction et le mensonge, c'est aussi quelque chose que Moore a réutilisé plus tard dans d'autres de ses œuvres, comme dans Prométhée ou même dans le plus récent Providence, où on a encore une fois une histoire en fait qui va prendre le pas, qui va prendre de l'ampleur au sein de l'humanité et qui va à la fin changer le monde. C'est quelque chose qu'il aime bien réutiliser dans pas mal de ses histoires. C'est ce qu'il appelle la magie inhérente à l'art, c'est-à-dire le fait qu'on convoque des symboles et des mythes qui permettent qui sont des interfaces entre la fiction et le réel et qui permettent d'agir dessus. C'est ça. Et c'est une des premières fois dans l'œuvre d'Alan Moore où il l'utilise avec Watchmen et qu'après il développera de façon beaucoup plus consciente dans le reste de ses comics. C'est une profession de foi en fait. Disons qu'à l'époque, je pense que c'était pas aussi conscient de sa part. C'est quelque chose dont il a pris conscience en écrivant Fromel, que vraiment la magie c'était de l'art et qu'il devait en fait être très responsable vis-à-vis des histoires qu'il écrivait, de sorte à ce que son action sur la psyché de ses lecteurs soit du moins responsable vis-à-vis de ses propres idéaux. Mais dès Watchmen, c'était déjà effectivement en germe, peut-être de façon moins consciente qu'après. Alors on a posé la question maintenant pourquoi le poulpe, maintenant on va poser la question pourquoi pas le poulpe, parce qu'on a quand même mentionné le fait que pour beaucoup de monde il y a eu un film en 2009 signé Zack Snyder qui a servi de porte d'entrée dans l'histoire. C'est pas un film qui a été facile à faire. Joel Silver en 86 qui commence à travailler dessus chez la Fox, puis ça atterrit chez Universal avec David Hayter, notre bien-aimé Solid Snake qu'on salue, et auteur de X-Men 1 et un petit peu de X-Men 2 aussi. Et oui, je l'ai placé. Comment Zack Snyder arrive sur ce projet ? Parce que 300, déjà c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire il adapte un comic books, c'est un graphic novel, c'est pour dire comic books pour aller plus vite. Il adapte un comic books de Miller. On reviendra sur la distinction après, effectivement. De la BD. Donc il fait une adaptation de BD d'un comics réputé pour être pas facile à adapter. Il s'en sort bien ou pas bien, chacun de juger, mais globalement, visuellement, ça rend cool. Et les producteurs ils disent waouh, ça rend trop cool. Et ça fait des bonnes annonces aussi. Si tu veux pas faire notre autre truc peu pas trop adaptable avec le bonhomme bleu et tout, et il dit ok, parce que why not, il aime bien.
Non mais enfin voilà, c'est-à-dire que je recommande pour le coup le podcast Human Adaptation Club où ils en parlent et ils disent très gentiment que Snyder est légèrement un gentil teubé. Bah, disons que Snyder c'est un objectiviste qui rejoint le courant de pensée d'Ayn Rand notamment, et d'ailleurs l'un de ses prochains films ça va être une adaptation d'un bouquin de Ayn Rand a priori. La source vive. Voilà, donc il voulait apparemment vraiment que ce soit du poil à gratter, donc voilà. Et du coup sur Watchmen en fait c'est pour simplifier à l'extrême, c'est un mec un petit peu de droite qui adapte le bouquin d'un mec anarchiste, beaucoup vegan, de gauche, ce que tu veux, et beaucoup de gauche. Et du coup forcément la fusion par moment elle est brillante, il faut bien l'avouer, et on en parlait tout à l'heure, mais les effets spéciaux restent encore impeccables 10 ans après. Puis le générique, voilà, le générique est parfait. Le générique aussi, il y a ça fourmille d'idées, mais politiquement le choix de retirer le poulpe de l'équation, ça reste un choix politique qui a beaucoup déçu, parce que ça trahissait un petit peu ce que justement Moore voulait faire avec ce poulpe en le remplaçant par l'énergie du Docteur Manhattan. On revient à quelque chose d'un petit peu plus terre à terre et qui rejoint l'idée. Ce qui est quand même déjà un peu dans le comics, ce que je disais, il y a quand même ce délire qu'il a manipulé les foules pour faire croire que Manhattan il était radioactif, il faisait des trucs, enfin les scénaristes ne font que accentuer ce que le comics amène un tout petit peu, mais est-ce que c'est une trahison politique ou économique? C'est un peu les deux, parce que le poulpe à l'époque ça aurait été compliqué je pense à faire pour que ça rende aussi bien. C'est pas impossible à faire un poulpe. C'est pas impossible, je dis pas que c'est impossible, juste que je pense que ça aurait dû coûter beaucoup d'argent et ça aurait été peut-être, comme il disait, très bizarre en fait à voir à l'écran. Arnaud. C'est d'en placer une. Non, je pensais que c'était pas aussi juste une économie scénaristique vis-à-vis du grand public, puisqu'on est quand même dans une adaptation d'une œuvre qui est très riche, très dense, et déjà que même si l'œuvre fait beaucoup de case par case, adapter toute l'intrigue secondaire des scientifiques qui disparaissent pour amener vers la création de cette bête et faire apparaître la bête, je sais pas s'il y avait le temps de le faire, et sachant que même dans la BD elle est au final assez diffuse, et c'est vrai que tu mentionnais que ça peut paraître un peu surprenant, parce que en fait tu vois que les points sont placés, donc quand tu relis Watchmen tu fais oui, mais en fait tout était écrit. Ça aurait été sûrement plus compliqué de le faire dans le film, et peut-être que pour le grand public et pour les studios qui sont quand même parfois frileux aussi à avoir des idées un peu trop riches quand ça vient d'un comics, c'était plus simple de dire regardez, on a un grand méchant, le mec en bleu qu'on a vu pendant tout le film, en fait c'est lui qu'on va faire passer pour grand méchant, plutôt que d'avoir encore un autre plot qui arrive dans un film qui est déjà bien long. Mais est-ce que c'est pas aussi dû au script de David Hayter qui date de 2001 et qui du coup a été sans doute écrit à une période où la vraisemblance était beaucoup plus importante pour un film de super-héros par rapport à aujourd'hui? Avant de te donner la parole, Aurélien, tu le vois juste sur un autre film, c'est un très grand chef-d'œuvre, Les 4 Fantastiques et le Surfeur d'argent, où il y a Galactus qui doit apparaître et tu ne vois jamais Galactus. Enfin, tu vois une espèce de vieux nuage, parce que on se dit oulala, qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux mettre un géant avec un casque de coléoptère en violet dans le ciel. C'était une très bonne idée en plus. Ouais. Et Aurélien, pardon. Effectivement, sur le choix de David Hayter de pas mettre le poulpe, il a lui-même avoué. On sait que c'est lui, d'accord. Ah oui, il a dit clairement. Lorsque j'ai dû travailler sur une adaptation, à un moment, j'ai essayé d'intégrer le poulpe parce que j'ai essayé d'être le plus fidèle possible, mais ça collait pas. Effectivement, son expression lui, c'était qu'en fait, les spectateurs acceptent une certaine dose de magie ou de fantastique dans un film, et il y avait déjà un élément fantastique avec le Docteur Manhattan, et il s'est dit si je rajoute le poulpe à la fin, mais je vais perdre tous mes spectateurs, donc j'ai dû trouver une alternative, et ça a été en fait sa démarche. Après le travail d'adaptation qui a été fait par Zack Snyder et son scénariste Alexei, ça a été essentiellement de reprendre les idées et l'adaptation de David Hayter et de les retransposer dans les années 80, puisque l'adaptation de David Hayter se situait au début des années 2000, et voilà. Ça aurait été compliqué après le 11 septembre d'avoir un script à l'époque contemporaine. Ça aurait été peut-être plus compliqué, mais ça aurait été peut-être plus pertinent aussi. Ouais. Je suis d'accord. Mais non, on parlait du fait que c'est le niveau de magie et de ce qu'on tolère, mais je pense que malheureusement il a un peu raison. T'as des fois des films, je regardais une autre Monsieur Bobbin ce matin, c'était Snowpiercer. À un moment dans Snowpiercer, le récit part dans des figures allégoriques, et plein de gens ont dit c'est pas logique ça, c'est pas logique ça, c'est pas logique ça, parce que tu peux pas amener, sauf si t'amènes comme par exemple Star Wars, où dès le début tu dis ça se passe dans une galaxie très lointaine à l'autre bout de l'univers, ok, t'acceptes tout ce que tu veux. À partir du moment que ça se passe sur Terre, les gens ils ont besoin d'un minimum de vraisemblance. En fait, si tu amènes des effets de vraisemblance, que d'un coup t'amènes trop de fantastique, tu perds le spectateur. Les spectateurs ont vraiment du mal avec ce concept. Mais il faut dire, vas-y Aurélien. Qui plus est en fait, quand toute une partie du propos est très politique et très centrée dans les années 80, et c'est d'ailleurs un des choix d'adaptation, j'ai pas d'explication à ce niveau-là, c'est que dans le comics, le monde a été changé par
par l'apparition de Dr Manhattan. Donc il y a plein de nouvelles technologies, les voitures sont toutes électriques, les gens ne fument plus des cigarettes mais ils ont des espèces de pipes qui ne causent plus le cancer, etc. Et lors au moment d'adapter le comics, apparemment Zack Snyder a décidé finalement que le monde des années 80 ressemblerait vraiment au monde des années 80 qu'on a connu il y a juste une sous-histoire sur un potentiel générateur d'énergie infinie. Mais à part ça, il y a quelques voyous qui ont des looks un peu punk, mais pas tout à fait punk, qui sont repris du comics. Mais c'est à peu près la seule différence qu'il peut y avoir entre les années 80 de Watchmen, le film, et nos années 80. On a Corentin sur le chat qui nous dit que un thème fleuve chez Snyder, entre Xerxes et Superman, c'est l'idée de faire de Manhattan le premier responsable de son apocalypse, oppose l'homme à Dieu et qui du coup serait chassé par un homme courageux et qui devrait être ce héros. Parce que du coup, ça situerait Snyder du côté d'Ozymandias. C'est-à-dire Si c'est Ozymandias qui chasse Manhattan. Oui, c'est un petit peu plus compliqué que ça quand même. Enfin, moi je trouve que c'est beaucoup plus compliqué de vouloir chasser Manhattan. C'est pour ça que c'est quelque chose dont je suis pas très fan dans le film, c'est de vraiment enfoncer le clou au sujet de Manhattan comme méchant. Et, je trouve que ça rend pas hommage au personnage, parce qu'à la fin, dans le comic, je trouve qu'il faisait un choix vraiment très noble de partir, là où dans le film c'est peut-être plus subi. Et je trouve que c'est une différence super importante concernant le personnage, c'est que dans le comics, il a la noblesse d'esprit de partir pour sauver justement cette paix. Et dans le film, il est contraint. Et je trouve que ce sont deux idées extrêmement différentes, en fait. Mais c'est assez fidèle avec Snyder, en fait. Je suis pas un grand fan de Snyder. Clairement, Watchmen, je pense que c'est ce que j'aime le plus chez lui. J'ai pas vu Gaoul. Alors Gaoul, on me dit beaucoup de bien de Gaoul, mais bon... mais clairement, il y a l'idée toujours du surhomme Dieu. Et c'est ce qui lui a été reproché sur Man of Steel. Enfin, sa vision de Superman qui est Jésus, globalement. C'est le truc christique quand il retombe sur la terre. Enfin voilà, il y a tout un message pas très subtil sur ça. Et dans Batman v Superman, tu as aussi tout ce concept sur le procès de Dieu, globalement, qui finit sur une explosion. Subtilité, encore une fois. Mais bref, donc je suis pas fan non plus de ce choix. Mais ça me semble pas sorti de nulle part, connaissant le bonhomme en fait et connaissant ce qu'il a fait après. Je me dis ok, ça va avec sa philosophie de vie en fait, enfin ses questions artistiques en tout cas. Mais la filmographie de Snyder est super cohérente dans ses personnages. Après oui. c'est juste qu'on accroche ou qu'on n'accroche pas finalement. Arnaud, Aurélien, un mot pour finir sur le film avant de passer à la série après la pause musicale. Je pense que même 10 ans après, et malgré la liberté qui a été prise par Snyder sur la fin de l'œuvre, ça reste une des meilleures adaptations de comics qui n'avait pas marché à l'époque, d'ailleurs au box-office, ce qui est un peu dommage. 266 millions quand même. Pour l'époque, c'est pas grand-chose. C'est pas beaucoup, surtout avec le budget qu'ils avaient, c'est pas beaucoup. 100 millions. Il est à peine rentable. Il a pas fait 3 fois, effectivement. Donc voilà, mais qui reste quand même un grand classique et qui est assez un bon exemple de ce qu'on peut faire vraiment dans la pure adaptation, vu que c'est quasiment du casse par casse sur de nombreux points. C'est vraiment on adapte. Sans trop la trahison finale, quoi. Ouais, transposition, quoi. Aurélien ? Moi, je reste toujours quand même très, très sceptique. Effectivement, il y a des plans qui sont repris des cases de la BD. Après, il y a des effets de réalisation, des ralentis, une espèce de fétichisation de la violence qui, pour moi, est en totale contradiction avec l'œuvre de Moore, la façon dont sont représentés certains combats. Quand on regarde les cases de Dave Gibbons où les personnages sont à peine capables de maîtriser 3 voyous, et chez Snyder, d'un coup, ils sortent des high kicks et envoient voler les méchants. Bon, il y a certaines contradictions quand même qui ressortent entre, la façon dont Moore voit ses personnages et la façon dont Snyder peut les percevoir. Ouais, dans la captation du mouvement, et peut-être un contresens, on l'avait déjà souligné, sur un toute autre adaptation, mais Ghost in the Shell par exemple en live avait ce même problème, ce rapport à la douleur notamment, qui n'était pas le même dans la version live. L'heure tourne, donc je propose qu'on s'arrête sur le film avant de passer avec toi, Océane, à la série signée Damon Lindelof. Mais d'abord, on va s'écouter le générique d'ouverture du film Watchmen, Bob Dylan. The times they are changing. Apparemment, c'est un petit peu comme ça qu'il dirait Kermit. Kermit la grenouille. Bon, on s'écoute ça, là tout de suite. De retour dans Hyperlink, votre cocktail de bulles de pixels, toujours avec Océane, Cédric qui danse, Arnaud et Aurélien. Tout se passe bien ? Ouais. Très bien. Océane, forcément tu trépignes, tu vas nous parler de la série Watchmen dans quelques secondes. On en profite quand même pour saluer un intervenant assez prolixe sur le chat aujourd'hui, Corentin Yoxotot, qui tient à nous dire qu'il aime bien les interventions de cette Océane, elle a du potentiel à n'en pas douter.
Je crois que t'avais un... Merci, Corentin. Non, mais c'est vrai qu'il fait des réflexions vachement intéressantes sur Watchmen depuis tout à l'heure. Moi, j'aurais presque l'impression qu'il maîtrise le sujet et j'aurais même l'impression qu'il a l'air d'être un rédacteur d'un site qui s'appelle comicsblog.fr. Ah, ça, je dis rien. Peut-être effectivement, peut-être qu'il va tous nous envoyer sur Mars avant la fin de l'émission. Alors, il a pas ce genre de capacité non plus. Non, peut-être non, pas. je confirme. Mais il est fort, il est très fort. Peut-être que la série va nous envoyer sur la Lune. On va en parler avec toi. J'ai envie de dire, c'est parti pour la critique. Mais c'est de la merde! L'événement série de la rentrée, mais une gestation de projet qui ne date pas d'hier. Exactement, donc il aura fallu beaucoup de temps à la série pour arriver sous nos écrans sous sa forme actuelle. Ça fait près de 10 ans que Damon Lindelof tourne autour du projet, lui qui est un immense admirateur de Watchmen. Ses inspirations pour la série sont pour le moins étonnantes. Il a lu des essais de l'auteur et activiste afro-américain Ta-Nehisi Coates, qui a notamment écrit sur Black Panther, qui traitait des émeutes raciales de la ville de Tulsa dans l'Oklahoma en 1921, des émeutes qui ont fait des centaines de morts noirs. Stupéfait de ne pas avoir appris ça plus tôt, Lindelof a voulu profiter de la plateforme offerte par Watchmen et du contexte actuel pour traiter de la question épineuse du racisme et de notre rapport ambigu à la police et Black Lives Matter entre autres, à l'aube de la décennie 2020. Il reprend donc l'esprit du comics de 86 mais y injecte ses idées et a décidé notamment d'inclure beaucoup de scénaristes afro-américains afin de pouvoir livrer la vision la plus authentique possible de ce qu'est être noir aux États-Unis en 2019. Du coup, on peut dire que 30 ans après la publication de l'œuvre d'Alan Moore et de Dave Gibbons, Watchmen est toujours aussi politique. Tout à fait, donc Lindelof, tout en traçant son sillon personnel, en injectant ses thématiques politiques et spirituelles à un univers pourtant déjà établi, arrive à créer une très belle continuité. On a pu voir les 6 premiers épisodes de cette première saison, qui d'ailleurs se suffit à elle-même, dixit Lindelof lui-même. Le résultat est très fort, comme dans son chef-d'œuvre The Leftovers, où il se servait du passé historique de l'homme pour raconter notre présent. Lindelof impose ici à l'Amérique désormais gouvernée par Robert Redford de se regarder dans un miroir toujours aussi déplaisant 35 ans après l'arrivée du poulpe géant d'Ozymandias qui a ravagé donc New York et provoqué un traumatisme collectif. En reprenant les événements du comics pour effacer la fin du film de Snyder, Lindelof replace le geste d'Ozymandias dans son réel contexte et en profite pour jouer avec l'imagerie tentaculaire déployée à la fin du comics. Ne soyez donc pas étonnés de voir des poulpes tomber du ciel sans que personne ne lève un sourcil. Alors en parlant d'Ozymandias, certains personnages du comics font leur grand retour. Comment est-ce qu'ils s'intègrent justement à cette nouvelle ville, à ce nouveau cadre de récit et surtout à cette nouvelle époque? Et bien, de ce qu'on a pu voir pour le moment, c'est clairement Laurie Blake, jouée par l'excellente Jean Smart qui se démarque du lot. On ne vous spoilera évidemment pas le retour ou non d'autres personnages, mais elle incarne le lien entre passé et présent, même si à son insu, elle montre aussi certaines des fragilités de la série, les références à outrance, le fanservice, pas forcément utile. C'est surtout visible dans les 3 premiers épisodes qui accumulent les références aux comics et même au film de Zack Snyder dans son style visuel. Oui, très bien placé celle-là. Voilà, donc pour autant, la série se veut surtout destinée aux fans et aux puristes de l'univers Watchmen, d'un point de vue de fan en tout cas. Il me semble difficile de comprendre où la série veut en venir sans avoir lu au moins le comics original. L'avantage des nouveaux personnages étant que si certains ont évidemment une connexion avec le passé, ils ont un background inédit qui fait que l'on peut prendre du plaisir à les suivre, même si dans la grande tradition de Watchmen, leurs actes et leurs méthodes sont souvent très contestables. Mention spéciale à Regina King en Sister Nate et à Don Johnson en chef de la police de Tulsa qui joue des rôles loin de verser dans le politiquement correct, comme on a pu l'entendre ici ou là, et même son cloche pour la police qui, loin d'être l'héroïne de la série contre le néo-Ku Klux Klan qu'incarne la 7e cavalerie et ses masques de Rorschach, a un sacré paquet de squelettes au placard. Alors Damon Lindelof, donc le showrunner, a dit que la série ferait polémique, que beaucoup de gens seraient susceptibles de passer à côté, voire même de détester cette suite du comics. Du coup, qu'en est-il de la qualité intrinsèque de la série une fois justement les doutes autour du bien fondé de cette démarche passée? Eh bien, qu'il soit rassuré, Lindelof peut dormir tranquille. Son Watchmen fait un travail assez remarquable pour construire des ponts entre le comics et ses nouveaux personnages. On regrettera peut-être que la série prenne parfois trop son temps, étirant certaines intrigues tout en les faisant accélérer trop brutalement. Pour le reste, HBO a réussi son pari avec une œuvre très forte et très personnelle. L'ensemble profite d'une ambiance musicale signée Trent Reznor et Atticus Ross qui ne déçoit pas. La mise en scène prend le parti, comme le comics, justement on en parlait tout à l'heure avec Aurélien, de ne pas esthétiser la violence, ce qui s'avère être nécessaire à plus d'un moment. La série va faire polémique parce qu'elle ose dynamiter ses propres personnages et ses propres concepts, en plus de questionner sans cesse notre rapport aux institutions, à Dieu et à la science. Mais derrière ce dynamitage en règle, on devine tout l'amour de Lindelof pour cette chronique qui, 30 ans après les événements du comics, ne parvient toujours pas à être un monde où l'on saurait aimer.
Merci beaucoup pour ta critique, Océane. Alors, autour du plateau, je crois que Cédric, toi, tu as vu la série, en tout cas les 4 premiers épisodes. Les 4 premiers épisodes en entier. Je me suis arrêté à l'après-scène d'intro du 5. J'ai pas eu le temps d'aller plus loin, malheureusement. Il y a pas mal de points sur lesquels je suis d'accord avec elle. Il y en a d'autres, je suis pas d'accord. Mais globalement, est-ce que c'est réussi ? Je suis pas complètement sûr. Déjà, j'ai un vrai problème. Je trouve que si tu n'as pas lu le comics, tu comprends pas tout. Donc en tant que série télé, pour moi c'est problématique parce que c'est très bien de vouloir être une suite, mais tu rentres immédiatement dans un récit. Il y a beaucoup de choses qui sont amenées parce qu'il y a eu lieu dans le comics. Et par exemple l'histoire du poulpe, c'est rigolo et tu comprends si tu as lu le comics, mais tu captes pas du tout avant l'épisode 4 ou 5. Et encore même là ça reste très nébuleux. Donc ça vraiment, je recommande quand même de connaître ou le film un minima, mais au moins le comics, et d'avoir lu les derniers chapitres du comics, ça me semble indéniable. Et le deuxième problème dont je parlais, c'est que l'épisode 1 m'a assez surpris parce que sans trop rentrer dans les détails, je trouvais assez fort qu'en 2019 une œuvre arrive à proposer pour une fois un concept où les héros, enfin en tout cas les policiers, sont pas spécialement vertueux. C'est-à-dire que Regina King, pour moi, elle est un peu une Rorschach en devenir si on pousse le concept, et je me dis ok, c'est assez intéressant de mettre une femme noire où maintenant on a tendance, parce qu'on est dans une époque très politiquement correcte, à les mettre en avant comme quoi elles ont souffert avant, elles étaient pas il n'y a pas eu de visibilité avant, donc maintenant il faut les mettre beaucoup plus en termes de visibilité. Et je trouve que c'est un peu une insulte de faire ça parce que c'est considéré que c'est pas des acteurs, c'est pas des personnages, mais ils représentent quelque chose, une entité. Donc là je trouvais ça assez intéressant que d'un côté les méchants qui sont des extrémistes blancs sont des connards, mais le symbole derrière était pas idiot, et surtout ils sont une espèce de victime d'un système qui est très on va pas rentrer dans les détails de l'intrigue, mais globalement il y a un truc contre eux qui fait que je me dis ils sont en tort complètement, mais je peux comprendre pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là en fait. Je trouvais ça intelligent. Je trouve que Lindelof a amené un contexte social qui fait ok, je capte les bails, je comprends pourquoi on en arrive là. Il a bien joué ça. En revanche, très vite, je trouve que le fossé s'écarte un peu. Regina King est très bien, mais elle est trop cool pour moi. Elle est trop esthétisée. Son costume est un poil trop classe. Là où dans les comics, ils ont pas des costumes très beaux. Ils sont un peu tous patos, je trouve, les personnages. Ça y est, c'est quand même à l'économie, les costumes. Pirate Jenny et tout ça, c'est du cheap. Moi, je parle vraiment de elle. Elle, je trouve qu'elle est beaucoup trop classe, quoi. C'est une espèce d'Assassin's Creed encore plus cool. Bah si, elle est avec la capuche, elle arrive under the night. Bon. Voilà, mais bon, j'attends de tout voir pour avoir un jugement définitif sur ce truc-là. En revanche, le gros point faible, je m'arrêterai sur ça. Et là, ça m'étonne un peu. C'est que le monde n'a pas évolué en 35 ans. Ça veut dire que tout ne tourne qu'autour de ce qui s'est passé il y a 35 ans. Je donne un exemple simple. Il y a eu Hiroshima et Nagasaki 40 ans après. Ce n'était pas le sujet principal de discussion de tout le monde sur la planète. Là, j'ai l'impression que tout le monde ne parle que des événements du comics. Et je ne sais pas ce qui s'est passé en 35 ans. Le monde a évolué de quelle manière ? Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Quels faits politiques ou historiques marquants ? Quelles personnalités sont arrivées ? À part Robert Redford comme président, j'ai l'impression que l'histoire pourrait se passer 4 ans plus tard, en fait. T'as quelques réponses dans la suite. Et justement, je trouve qu'on dit trop que c'est politiquement correct, alors que pas du tout. Et je trouve que c'est ce que la série montre très bien. C'est qu'au fur et à mesure, on pense que oui, c'est de la représentation et tout ça, mais en fait, non, ça va plus loin que ça. Et comme quand je disais dans ma critique que c'est vraiment l'Amérique à qui on tend un miroir, c'est à la fois, c'est beau en apparence, mais en dessous, si on gratte un peu le vernis, ça va toujours mal. Et ce que je trouvais que l'épisode 1 faisait bien. Voilà. Et je trouve que dans le comics, on parle quand même beaucoup d'Hiroshima, avec cette référence à la une de Time Magazine où t'as la montre qui s'arrête. Et je trouve que c'est en quelque sorte le monde s'est arrêté depuis le poulpe en fait. Et c'est pour ça je pense que c'est aussi un rappel que y a parfois le monde s'arrête à un événement parce que c'est traumatisant dans les consciences et qu'il faut vivre avec un nouveau monde. Et c'est ce que aussi faisait The Leftovers où t'avais un pourcentage de la population qui disparaissait, mais comment tu vis après ça ? Le monde s'est arrêté pour certains à ce moment-là. Non mais bien sûr, mais le poulpe il est tombé il y a 35 ans. Tu étais obligé d'évoluer, sinon la société elle meurt. Si ta société n'évolue pas, elle meurt, c'est le concept. Arnaud, Aurélien, un petit mot sur Watchmen. Je crois que vous n'avez pas eu la chance de voir la série, mais voilà, quelles sont vos attentes, quelles sont vos craintes, vos espérances ? Pas du tout, non, j'ai pas vu aucun épisode. Mais je suis curieux de voir la série, j'en attends pas forcément grand chose. Du coup, j'ai peut-être moins peur d'être déçu par le résultat. Donc, je reste curieux pour le moment.
Arnaud? Oui, je suis mauvais élève, je n'ai pas encore eu le temps de voir la série, mais deux choses, très belle critique au scène du coup, qui confirme ce potentiel qu'un certain Corentin met en commentaire il y a 20 minutes. Vraiment, tu ne t'étais pas trompé, Corentin, c'est incroyable comment tu fais. Et de deux, par contre, ouais, le fait que... Enfin, a priori que si tu as besoin de lire le comics pour vraiment bien comprendre la série, j'ai envie de dire, réimprimer encore des volumes de Watchmen et faites lire de la BD aux gens, ça ne peut qu'être bénéfique. Merci pour cette critique, Océane. On rappelle que c'est diffusé sur HBO ce soir et OCS demain, c'est ça? C'est exactement ça. Merci beaucoup. On repart du coup dans le débat. Je trouve que ce qui est assez intéressant dans ce qui a été dit sur le point d'accroche entre vous deux, est-ce que finalement ça tient aussi à un changement de paradigme? C'est-à-dire que nous, dans les années 80, on était dans un paradigme de la peur nucléaire, où du coup Hiroshima et Nagasaki définissent ce paradigme-là, là où en 2001 on a eu le 11 septembre et on a changé la terreur a changé de canal. Ouais. Et dans la série, vu que ce changement de paradigme n'a pas forcément eu lieu, c'est peut-être ça qui t'a dérangé. Non, mais en fait, clairement, je trouve qu'il a raison. Elle a raison et il a raison d'avoir ramené le propos sur la lutte raciale, parce qu'il n'y a plus la guerre froide. Donc maintenant, qui est l'ennemi? Et clairement, si tu reviens aux racines des États-Unis, c'est un problème fondamental, le racisme et le clivage noir et blanc. Donc je trouve ça assez bien fait. Et je trouve que ce qui est amené dans le récit est assez bien amené. On va pas rentrer dans les détails, mais par rapport à la ville de Tulsa, ils amènent une idée, une loi en fait qui creuse encore plus cet écart de manière très habile, je trouve. Je dis juste que là je vois Corentin qui dit on parle encore du 11 septembre aujourd'hui. Je sais pas si tu parles du 11 septembre tous les jours, mais là clairement dans la série, pour moi ils parlent tous plus ou moins, il y a toujours une référence au poulpe caché. Tous les épisodes, à un moment ou un autre, quelqu'un fait un sous-entendu à un des Watchmen qui existait. Moi je parle pas de Staline tous les jours, je parle pas de Castro tous les jours. Enfin, ils ont marqué le temps, en bon, en mauvais, mais on parle pas tout le temps de ça. Le monde évolue en fait, c'est ça le truc. Arnaud, je sais pas, enfin ça dépend d'où tu te situes. C'est parce qu'il dit aussi que techniquement au Japon on doit encore sûrement parler de Nagasaki. On n'en parle jamais au Japon. De Hiroshima. Non, c'est un tabou. On n'en parle jamais. D'accord, on en parle. Mais genre, enfin je sais pas, j'étais à New York il y a quelques semaines et avec le mec qui me logeait, je sais pas, on a discuté 1 heure et on est tombé sur le 11 septembre au bout d'1 heure, tu vois. Donc c'est quand même, je pense que en fonction du lieu où t'as vécu le traumatisme, je pense qu'il y a des sujets de discussion qui deviennent plus ancrés. Vu que là ça s'est passé au States, j'imagine que vu que l'action se situe dans un village, dans une ville des États-Unis, là forcément c'est leur Ce qui est intéressant, et je me suis arrêté là-dessus, c'est que dans l'épisode 5 il parle de la ville de New York et de comment la ville de New York essaye de faire revenir les gens. Donc je trouvais ça assez intéressant. Je me suis arrêté en plein milieu d'un truc qui me prenait un peu dans le concept. Après est-ce que l'adaptation est pertinente? La question se pose toujours par rapport à Moore, le podcast, c'est vrai. Et c'est une question qu'on va poser. C'est une suite, après, mais ça reste quand même le concept d'être dans une œuvre qui a déjà un terreau. Et si tu suis ce que toi et tes coéquipiers disent dans votre podcast, Moore il est anti, genre j'ai fait un truc, vous y touchez pas, vous prenez, vous faites autre chose. Hein. Mais clairement Lindelof il est en mode tant pis, voilà. Il a compris qu'il dit carrément que Moore a lancé un sort sur toutes les adaptations, parce que Moore il fait de la magie aussi, il pratique la magie, et il dit que Moore a probablement lancé un sort sur toutes les adaptations de ses travaux, et effectivement je pense que Lindelof il y allait en paix avec ça en tout cas. Mais vous faites bien de mentionner quand même, parce qu'Alan Moore n'apprécie pas trop qu'on revienne sur son travail. Disons, il aime bien que son œuvre soit considérée comme quelque chose de définitif, et pour le citer, le terme c'est exceptionnel, qui revendique une intégrité qui serait proche d'une œuvre ouvertement littéraire pour le coup. Là où la stratégie récente autour notamment après la sortie de Watchmen en 2009 a été de transformer Watchmen plutôt dans une logique de franchise, avec notamment les Before Watchmen et les Doomsday Clock. Alors Moore avait divorcé avait dit c'est plus mes bébés, je vous les laisse. Auparavant, je sais pas où on peut dater ça, From Hell ou V pour Vendetta. Mais par rapport à quoi? Dater quoi? Les comics, les films? Non, c'est que Moore dit très clairement que au bout d'un moment, ses œuvres ne sont plus à lui. Maintenant, il refuse de toucher des royalties dessus. Il refuse de toucher. C'est pas tant qu'il refuse qu'il s'est fait un peu avoir dans le jeu, puisque normalement, Alan Moore devait récupérer les droits, avoir les droits de Watchmen pour lui. Ouais. Sauf que à partir du moment où il se passe une année, il me semble, où en fait il est pas réimprimé, et ça lui permet de récupérer les droits. Sauf que DC a bien compris l'intérêt
l'intérêt de cette œuvre en fait fait que des réimpressions tout le temps pour conserver Watchmen. Et il y a eu un moment, donc en fait de toute façon Alan Moore s'est brouillé avec les ponts de cette industrie pardon, du comic book, et ça l'a écœuré. Donc en fait il veut juste plus en entendre parler. Et il y avait, je crois que c'était Dave Gibbons justement qui avait fait un long entretien au site Bleeding Cool où justement pendant les années qui menaient à l'élaboration de Before Watchmen, en fait DC voulait quand même un peu se la jouer cool, essayer de contacter Alan Moore pour lui dire ouais mais on va faire ça, une suite, enfin un préquel, est-ce que ça va, t'es au clair, et Alan Moore disait juste à Dave Gibbons, ne me parlez plus de Watchmen en fait, je veux plus en entendre parler, c'est juste que c'est fini, ça a été fait, et en fait c'est pas qu'il a les nerfs, c'est qu'il s'en fout vraiment, littéralement maintenant il s'en fout, il est passé à autre chose. Aurélien? Oui, je pense qu'aussi il y a un élément qui vient de la démarche d'Alan Moore qui était au cœur de Watchmen, lorsqu'on lui a forcé finalement à faire Watchmen avec des personnages qu'il a créés de toutes pièces et à ne pas réutiliser des personnages de Charlton Comics. Il a pris conscience que ça le libérait dans la mesure où il pouvait faire ce qu'il voulait de ses personnages, et à la fin il pouvait les faire mourir, il pouvait les faire devenir fous, et pour lui la réflexion était finie. Et un des problèmes en fait avec les comics, si on veut essayer de mélanger, on va dire, une réflexion politique avec des comic books, c'est qu'on en revient toujours à une espèce d'entre-deux un peu mou, où il faut quand même garder le fait que les personnages ne doivent pas avoir des changements permanents, et tous les changements doivent pouvoir être réversibles. Et ça empêche rapidement en fait de pousser une réflexion politique jusqu'à sa conclusion terminale. Et je pense que Moore en fait veut conserver Watchmen tel qu'il est, parce qu'il dit si vous commencez à rajouter des trucs avant, des trucs après, ma réflexion elle disparaît, elle est diluée dans une espèce de franchise où tout est possible et où rien n'est pertinent, rien n'est définitif. C'est venant d'une œuvre qui dénonce l'inconséquence des États-Unis, qu'elle devienne elle-même qu'elle s'inscrive dans les canons d'un médium qui veut que ce soit inconséquent quelque part, en partie, c'est pas possible en fait. Voilà. Océane, par rapport à la démarche de Moore et de ses adaptations, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter? Pas forcément. Après, c'est vrai que quand on voit le résultat global des adaptations qui ont eu lieu, on peut comprendre qu'ils soient un petit peu mécontents, parce que clairement, Fromel et la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, c'est pas brillant du tout, quoi. Voilà, en fait, je peux comprendre sa méfiance. Après, c'est un bonhomme, voilà, je pense qu'on pourra pas le changer, et je pense qu'il changera pas d'avis jusqu'au bout. C'est un peu un Rorschach en mode pas de compromis, même devant l'adaptation ou que sais-je. Mais tu disais que maintenant Watchmen, Arnaud, c'est un acte, c'était ancré à ce point dans l'univers DC que c'est un acte fondateur du reboot de tout l'univers DC, c'est ça? Oui, alors il y a effectivement une publication qui s'appelle Doomsday. Rapidement, hein. Oui, qui s'appelle Doomsday Clock. En fait, DC a fait une sorte de relaunch, c'est-à-dire qu'il a fait repartir toutes ses publications numéro 1 en 2016, et il y avait un point d'intrigue principal où en fait on découvrait que que Dr Manhattan avait quelque chose à voir avec le fait que des années avaient disparu en fait sur la Terre des personnages d'ici, et donc le but c'est d'expliquer qu'il y a un énorme lien entre Manhattan et tout l'univers, tout le multivers DC Comics. Et en fait, si tu te rappelles à la fin de Watchmen, Manhattan dit à Ozymandias j'allais me barrer pour un univers un petit peu moins compliqué, sauf qu'il allait du coup compliquer plein de choses chez Superman et ses compères. Ce qui est assez amusant d'ailleurs, c'est que l'une des fins retenues par Joe Silver à l'origine, c'était justement Manhattan qui revenait dans le passé pour annuler ce qui le faisait devenir Dr Manhattan, et du coup tous les personnages devenaient des personnages de comics juste de fiction, et c'était les seuls à garder le souvenir qu'ils étaient des vrais héros, et ça crée une ironie à la fin. Pour l'anecdote tout simplement, je l'ai lu sur Comics Blog ça d'ailleurs. Donc merci. Où est-ce que j'allais avec ça? Oui, c'est quoi la pertinence du coup du propos de Watchmen aujourd'hui? Qu'est-ce que Watchmen a à nous dire aujourd'hui? Est-ce que Lindelof ajoute quelque chose à l'œuvre? Est-ce que ça prouve que c'est encore pertinent aujourd'hui, ce côté pensée magique qui va nous permettre de vivre ensemble face à une menace qu'on cherche pas trop à comprendre? Oui, c'est clairement pour faciliter les choses. C'est clairement ça. Et puis ce qui est ironique dans la série, c'est qu'on est dans une uchronie de gauche avec Robert Redford, qui est quand même un acteur extrêmement démocrate, extrêmement écologiste, et il montre que en fait, parfois à niveau politique, en fait, c'est juste mort, quoi. Quand c'est mort, qu'on essaie de faire les choses bien, et même avec ça, on aura toujours des voix qui vont s'élever pour être contre ce vivre ensemble. C'est incarné par la 7e cavalerie, donc c'est une référence aussi de base à ce que disait Ozymandias dans le comics. Il opposait les 4 cavaliers de l'Apocalypse à la 7e cavalerie. Donc ça montre très bien que même avec le vivre ensemble, on aura toujours des parasites, des éléments perturbateurs qui s'y opposeront, et dont la force de frappe peut paraître invisible, parce qu'au fond,
la 7e cavalerie, elle est masquée. Donc ça pourrait très bien être Karel, en fait, la 7e cavalerie. Ça pourrait être Cédric, ça pourrait être n'importe qui. Et c'est ça qui est flippant, c'est qu'il arrive à montrer que le mal peut venir des personnes auxquelles on s'attend le moins, quitte à ce que ce soit quelqu'un d'avenant. Mais en fait, n'importe qui peut avoir des rhétoriques d'extrême droite extrêmement racistes qui datent des années 20, comme on a vu ça à Tulsa. Et ce qui est intéressant, c'est que l'épisode 1 le met vraiment en avant, c'est que enlevons juste Regina King parce qu'elle c'est vraiment un truc encore différent, mais la plupart des autres héros c'est limite des Rorschach en puissance en fait, c'est-à-dire que ceux qui sont dans le gouvernement de gauche, qui sont donc des bien-pensants, qui sont contre les racistes, les sexistes, ils tabassent très violemment les Rorschach, ils leur pètent la gueule, c'est un truc assez ignoble, et du coup c'est intéressant parce que la série comme le Watchmen le faisait un peu, te pose la question de quelle légitimité tu as en tant que mec cagoulé, parce qu'une fois que t'es cagoulé, tu es caché de tout. La question qui garde les gardiens en fait. Complètement. C'est un petit peu ça, et je trouve que la série est assez. Regina King le fait un peu. À un moment, par un excès de violence, elle frappe très violemment des mecs, et ils en viennent limite à des tortures où ils tuent des gens. Looking Glass aussi, psychologiquement. Looking Glass, c'est clairement le Rorschach de gauche. C'est assez intéressant la manière dont il est amené aussi. Ouais. Mais oui, le parallèle avec Rorschach fonctionne bien, avec l'idée du sang qui va couler sous la porte aussi, qui renvoie à une certaine scène dans les toilettes, très bien rendu dans le film. C'est vrai que visuellement, en fait, il y a beaucoup de références au film de Snyder. À un moment donné, il y a une scène qui se fout un petit peu de la gueule de son style, qui est à mourir de rire. Ouais, j'étais explosé. Et honnêtement, même dans l'épisode 6, il y a une référence à tout ce que Ryan Murphy a apporté à la télévision, et c'est à mourir de rire. C'est vraiment très méta, c'est à mourir de rire. Donc en plus, Watchmen n'a pas perdu sa dimension méta, qui était déjà dans l'œuvre originale, et cette fois il joue aussi avec les médias et comment la culture s'empare aussi des mythes de nos jours, et je trouve ça super intéressant. On va revenir au médium, une petite question que j'ai marquée sur le conducteur et qui me paraît intéressante, vu que Watchmen c'est quand même peut-être l'œuvre qui le revendique le plus ce terme. Si Moore est aussi attaché au roman graphique, est-ce que c'est parce que c'est un comics légitime? Est-ce que le roman graphique finalement c'est qu'un comics légitime, ou est-ce que c'est pas un atour que se donne l'industrie du comics pour se légitimer aux yeux d'un public qui n'est pas forcément contre-culturel? C'est un terme un peu pompeux, et il faut quand même se rappeler que Watchmen, ça se voit de toute façon dans sa structure, que c'est une structure chapitrée. Ça a été publié en format classique de single issue, donc c'est pas beaucoup disent Watchmen c'est graphic novel. Non, c'est pas sorti en graphic novel, c'est un comic book tel qu'il est. C'est juste que après, quand ça a été collecté et par rapport au succès que ça a eu, on a essayé, et vu que c'est effectivement une œuvre qui pour le coup est très profonde, très intelligente, tout ça, il y a eu une volonté en fait d'anoblir effectivement la bande dessinée américaine et le comic book en parlant de roman graphique, de graphic novel, qui est en fait juste un mot pour désigner une édition collectée, et en fait aujourd'hui on l'utilise seulement pour désigner un titre qui va être publié directement en format album et qui va pas passer par ce système de chapitrage que l'industrie américaine connaît. Après, c'est clair que pour ceux qui persistent encore en 2019 à vouloir mépriser un peu le genre comic book parce que voilà, c'est des super-héros ou d'autres histoires, voilà, ça fait bien de dire j'ai lu un roman graphique. Comme dans le générique de fin de Dragon Ball Evolution. Ouais, c'est ça. Non, mais voilà, parce que on va dire t'as lu Watchmen, tu fais ouais, moi je lis des graphic novels, j'ai lu Watchmen, tu fais bah non, t'as lu des comics, tu fais ah bah non, j'ai pas lu des comics, j'ai lu du graphic novel. Surtout pas. Aurélien? Ce qui est d'autant plus ironique que Moore lui-même dit tout simplement, pour moi un graphic novel c'est typiquement un terme marketing, moi j'écris des comics, point. Il s'est jamais posé la question de la légitimité ou quoi, il a toujours fait son truc. Cela dit, ça a été vachement important parce qu'il n'y avait pas énormément fait d'albums à l'époque de reliés ou de brochets, donc le fait que Watchmen se vende aussi bien dans ce format, ça a quand même vachement entraîné toute l'industrie en fait à repenser sa façon de publier les comic books et à accélérer le fait de collecter ces chapitres après en album, puisqu'il y avait vraiment une démocratisation de ce format. Mais du coup, c'est ce qui s'est appliqué au format indépendamment de la volonté de Moore, est-ce que ça vaut pour le contenu aussi? Est-ce que la culture comics aujourd'hui est trop complaisante, ou est-ce qu'elle a su intégrer la critique formulée par Moore pour gagner en maturité? Ça dépend des auteurs en fait. Ça dépend des auteurs, de ce qu'ils ont envie de faire, de ce que l'industrie commande, de ce que les éditeurs ont comme projet. Et je sais pas si ça reste des gens qui veulent raconter des histoires. Et à ce niveau-là, parfois tu auras envie de raconter quelque chose de simple. Parfois tu auras des auteurs qui auront des idées ou juste une envie d'aller plus loin dans ce qu'on peut raconter avec tous ces personnages. Et là, dans ce cas, tu le sentiras. Mais je pense que c'est
c'est pas du tout lié juste au format de publication. En fait, tu pars vraiment juste de qu'est-ce qui est dans les pages, qu'est-ce que disent les gens, et après, si tu veux le collecter et de lui donner une forme plus noble pour que ça fasse un vrai bouquin dans une bibliothèque ou une librairie, je pense que là, on est sur du marketing au final. Même sur Before Watchmen, on voit clairement la différence entre ce qui a été écrit, par exemple, pour les Minutemen ou même pour le Spectre Soyeux, par rapport à ce qui a été écrit pour le comédien. On sent que c'est pas du tout les mêmes auteurs qui sont derrière ça et que les visions sont extrêmement différentes. Pour autant, l'un ne mérite pas d'être appelé roman graphique et l'autre non plus. Ça reste du comics. C'est ça qu'il faut se mettre en tête. Pour finir, est-ce qu'on peut dire que Watchmen est une œuvre visionnaire ? Oui. Oui, peut-être. Oui, enfin, ça c'est... Oui, alors moi on n'en avait pas parlé du tout. Très vite. C'est parce que j'ai dit pour conclure. Justement, mais ça va dans ce que tu dis. Pour moi, c'est visionnaire, mais ça va aussi dans une mouvance de la culture américaine. Il faut savoir qu'une des références, un des auteurs qui a énormément marqué Moore, c'est Thomas Pynchon. Et Thomas Pynchon, c'est un mec qui est connu pour être anonyme. On ne sait pas à quoi il ressemble. Il a 80 balais de nos jours. Et il est inconnu. Il a fait 7 romans en tout, dont un qui s'appelle V. Qui s'appelle Inherent Vice, qui a été adapté par Paul Thomas Anderson. Je parlais de V parce qu'il y avait pour Vendetta. Alors, est-ce que le V pour Vendetta, le titre, c'était une réponse à V? Je sais pas ça, mais en tout cas, voilà, il y a des accointances. Et l'un des trucs de Pynchon, c'est qu'il mélange toute la culture, autant le truc le plus pop, donc un vieux comics tout dégueu, avec les trucs les plus hautes instances culturelles, et il mélange tout pour faire perdre le lecteur, et en fait pour que les symboles se mélangent et qu'après le symbole arrive la vérité. En fait, c'est le concept de Pynchon, et Moore fait un peu ça dans Watchmen. En tout cas, il mélange des tonnes d'idées, des tonnes de symboles. Le super-héros se mélange avec le discours politique, avec des trucs très crus, avec des trucs incroyablement fantastiques. Il y a quand même une espèce de citadelle de solitude très 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 belle dans le comics, quoi. Qui représente la Reine des Neiges. Oui. Et voilà, mais en tout cas, voilà, je pense que il était visionnaire, mais il était dans une certaine mouvance, il est dans un courant de pensée qui est pas, il est pas le seul en fait à avoir ce courant de pensée aux États-Unis en tout cas. Et ce qui est assez rigolo, c'est de constater que si Moore pouvait être visionnaire à l'époque, lui après s'est détaché complètement en fait de ça et est parti sur des comics qui n'avaient quasiment plus rien à voir avec les super-héros, un peu comme si lui avait décidé que essayer de mettre de la politique dans les super-héros ça marchait pas, et que s'il voulait faire des choses politiques ou des déclarations magico-politiques, il allait consacrer des BD entièrement à ça, comme il a fait avec Fromel, Promethea, Providence. Très bien, merci à toutes et à tous pour ma foi ce fort beau débat. On a été exhaustif, on a été complet cette semaine, c'est assez incroyable. On a même fini sur la Reine des Neiges. Let it go. Et du coup on va se laisser aller au quiz musical puisque tu le proposes aussi gentiment. Ouais, belle transition. Quiz musical cette semaine qui a vu mourir le respect entre Batman la semaine dernière et Watchmen cette semaine. Ce quiz s'intitule What You Say, d'après la chanson bien nommée. Donc le terme, oui Océane, oui, ce sont des choses qui arrivent. Donc le thème, je rappelle les règles. 2 équipes qui se font face, 1 point par bonne réponse. Si vous donnez la mauvaise réponse, la parole va à l'équipe d'en face. Donc cette semaine, nous avons 2 équipes. Nous avons la team Rorschach à ma droite, composée d'Arnaud et Cédric. Parce que Cédric, il aime l'extrême droite et moi aussi, du coup, c'est cool. Ah, très bien. Je savais qu'on se retrouverait sur des idées. Bah oui. Cheveux courts et beubard, tout y est. Et à ma gauche, nous avons la team Manhattan avec Océane et Aurélien. Le temps est relatif. Voilà, très bien. Donc je rappelle, 1 point par bonne réponse. Si vous donnez la mauvaise réponse, la parole va à l'équipe d'en face et ça continue en balancier jusqu'à ce que quelqu'un trouve la bonne réponse. Donc 5 morceaux. What You Say, c'est parti. Watchmen. Bravo. Pas de compromis. Pas de compromis. Donc Watchmen, du coup, puisque tu es si malin, tu vas me dire qui a composé ça et c'est quoi le nom du morceau? Ok. Et c'est Philippe Glass, prophète, machin bidule. Ok, bon. Mais pas de compromis. Pas de compromis. Donc effectivement, 1-0 pour la team Rorschach. Effectivement, c'est Philippe Glass qui compose Fruit I Go and Prophecies sur la bande son de Watchmen sorti en 2009. Alors je n'ai plus la référence exacte parce que cette musique a été récupérée pour musique inspired for the movie. J'ai pas compris le thème du quiz en fait. C'est le thème c'est What You Say. What You Say. D'accord. Voilà. Ouais, d'accord. Il y a peut-être un jeu de mots, oui, c'est un calembour. C'est superbe. C'est incroyable. T'as vu, moi, donnez-moi vos intertitres pour vos articles. Voilà, je fais des choses, je fais des merveilles. 1-0 pour l'équipe Rorschach. C'est parti pour le 2e morceau. Ce
sont des héros. Oui, c'est Spider-Man ou X-Men là, Ce n'est- non. Ce n'est ni Spider-Man ni X-Men. Ah, mais attends. Team Manhattan à la La parole. Ligue des Gentlemen Ce n'est Extraordinaires. pas la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Team Rorschach. Faut qu'on cache nos, Ah oui, nos faut écrans. cacher les écrans avec les conducteurs, sinon le chat vous donne la réponse. C'est pas drôle. C'était déjà caché, nous, pas de compromis, on l'a dit. C'est ça. Donc c'est un jeu vidéo avec des héros. Injustice? Non. Ce n'est pas Injustice. Team Manhattan, c'est un jeu de tir à la première personne avec des héros. Le thème principal retentit en ce moment même. Sur le chat, ils l'ont. Un jeu de tir. Un jeu de tir en ligne avec des héros. Mais c'est à eux de rôles, répondre là. pour l'instant. avec des héros. Signé Activision Blizzard. Avec Overwatch. Bravo Ah, mais Overwatch. oui, d'accord. Ok, donc ok, Voilà, c'est bon, d'accord. vous avez le J'ai pattern. compris ta thématique de quiz pour Voilà, Dédicace à tous voilà, mes potes fans d'Overwatch. Ok. Donc sur le chat, c'était Phenom qui l'avait trouvé en premier avec Clint Horner aussi. Je n'ai jamais joué à Overwatch. Et Ouais, d'accord. Osmosis, Moi non Osmosis qui nous dit Fortnite, emoji kappa, tout va bien. Je pense que jeu de tir, ça les a perdus. Oui, bon. Donc un partout. Team Manhattan, Team Rorschach. Effectivement, c'était Overwatch. Et maintenant, vous commencez à voir le pattern pourri de ce Ouais. quiz qui s'impose à vous. Troisième morceau. Très très nul ce pattern. Alerte à Malibu. Oui, mais je veux le titre original. Baywatch. Bah, Baywatch. Baywatch, bien vu. Donc Alerte à Malibu, Baywatch, Cédric a eu la bonne réponse. Donc c'est le morceau I'm Always Here de Jim Jamison, générique d'ouverture de Alerte à Malibu. Ça va Cédric? Non, bah rien. Diffusé à la télévision depuis 1989. abasourdi. Oui, Je sais Arnaud. pas qui a le plus honte, c'est toi qui as sélectionné ou toi qui as reconnu direct en fait. Ah bah. Moi ça va, j'assume tout. Baywatch Forever. Je vais même aller voir le film avec The Rock. C'était Ouais, le bien film nul. était très mais j'y bien. suis Non, non, allé. le film, Ah, c'était j'ai C'est pas vraiment de aimé. la merde. Ouais, j'ai pas aimé. Trop bien. J'assume tout. Zac Donc Efron. On assume tout. 2-1 pardon pour la team Rorschach. Quatrième morceau. Ah, Yokai Watch. Yokai Watch. Oh là là. Bravo. Honte à moi. Alors, C'est la Yokai Dance. oui, tout à fait. Alors, Yokai Watch, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu vidéo de Level 5, les créateurs de Professor Layton ou Inazuma Eleven, qui raconte l'histoire d'un petit garçon qui trouve une montre qui lui permet de voir les yokai, de les capturer. C'est un Pokémon-like et ça est adapté en animé. En animé, voilà, donc ça c'est l'ending du dessin animé. Je vous ai pas mis la version française, je vous l'ai épargné, mais elle est plutôt rigolote. Mais contresens total sur les paroles, en revanche, ils ont totalement raconté autre chose, alors que les Anglais avaient fait l'effort de respecter le texte japonais. Voilà, petit coup de gueule. Donc c'est composé par Tomoki Kikuya, avec au chant Melissa Hutchison et Alicine Packard pour la chanson donc Exercice Yokai numéro 1, Yokai Watch, l'animé qui date de 2014, qui est diffusé sur Gulli chez nous, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc 3-1 pour la team. Vous avez jamais gardé de gosse, ça se voit. Team Rorschach. Donc 3-1. Enfin, bon, pour la beauté du geste, on maintient ce dernier morceau. Ah, TikTok. non, c'est. C'est pas TikTok. Mais non, c'est T'as pas mis Mr. Game Game & Watch. Watch. C'est C'est Smash Bros. Smash Bros. Pour sortir en même temps. J'ai Pas- commencé en premier. Pas de compromis. Pas de compromis. Bon, pas de compromis. Bon, pas de compromis. C'est pas gentil. C'est pas très sport. Bon. J'ai pas besoin d'être gentil, je suis Rorschach. Va Evictis, tout d'accord, très bien, malheureux vaincu. Effectivement, donc, Flat Zone 2, le thème du terrain de Mr. Game & Watch, uniquement fait avec des samples de Game & Watch et une guitare un peu western, sur la bande-son de Super Smash Bros. Brawl, sorti en 2008. Donc, arrangement par Kenichi Okuma. Qui avait bien fait matrixer d'ailleurs Masahiro Sakurai à l'époque sur le site officiel du jeu. Il avait fait un paragraphe lunaire pour décrire les sensations que lui procurait ce morceau. Voilà, absolument incroyable. Il faudrait le retrouver. Là, je l'ai pas sous la main. Sur le chat, End of Watch, What's the Throne. Ah non, dommage. Non. End of Watch, j'avais pensé, mais bande son peut-être pas très identifiable là comme ça. Donc c'est sur un score de 4-1 que se termine ce quiz musical. Je vais tout le temps perdre en fait. C'est ma malédiction, faut pas être avec moi. Bon, faut pas se déprécier quand même. Bah non, mais je perds tout le temps. Ben non, bon, la prochaine fois on vous mettra tous les deux du même côté, comme ça. Voilà, merci. On essaiera. Je vais gagner au moins une fois. Mais tu sais, ça arrive pas tout de suite. Hein. Il y a Oui. des personnes dans l'équipe qui voilà. Bah, Cédric d'ailleurs, je crois que dès au début tu galérais un petit peu, non? Tu déconnes ou quoi? J'ai toujours gagné. Bon, bien sûr, tu bombes le torse. C'est l'heure des recommandations, les amis. En avez-vous?
Océane, pour commencer. Pour rester dans la série Watchmen, je recommande à tout le monde de regarder The Leftovers. Parce que c'est une des meilleures séries de la décennie. C'est en 3 saisons. Il y a déjà Regina King dedans. Et c'est une des plus belles séries au monde. À mon sens, c'est beau, c'est émouvant, ça fait réfléchir. C'est du slice of life, mais qui imite un petit peu Twin Peaks dans le thème. Et c'est, à mon sens, la plus belle œuvre de Damon Lindelof. Et clairement, Watchmen, on va rester dans le thème du reflet. Mais pour moi, Watchmen, c'est un reflet de The Leftovers dans les thèmes du deuil, de la perte, de comment on vit une vie normale après l'apocalypse. Est-ce qu'on peut vivre normalement après l'apocalypse ? Il n'y a pas de réponse. Donc si le voyage vous tente et le voyage vraiment spirituel vous tente, The Leftovers, clairement ça va vous rappeler beaucoup de choses de Watchmen et il y a clairement une filiation entre les deux. Arnaud. Non, pas moi. Oh non, tu n'as pas de recommandation cette semaine non plus. Si, mais je voulais recommander le bouquin d'Alan Moore qui était sorti maintenant en 2017, qui s'appelle Jérusalem, je crois, qui fait 1600 pages. Le Quentin n'est pas allé au bout de la 3e mais en fait, je connais plein de gens qui ont fait le bouquin d'Alan Moore, je vais l'acheter, je vais le lire. Et en fait, ils l'ont acheté et ils l'ont pas lu. Donc voilà, non, mais vraiment, si vous avez du temps devant vous, moi je l'ai pas lu non plus d'ailleurs, mais j'ai envie vu que je voyais du Alan Moore partout, je me suis dit, mais c'est vrai que Alan Moore maintenant fait plus trop de comics, mais fait aussi du enfin il en fait encore, mais il a aussi écrit des énormes pavés. Et un jour, quand vous serez au chômage ou à la retraite, franchement, achetez-le et lisez-le. Ça, je pense que c'est plutôt pas mal quand même. En attendant, on peut l'acheter, le poser sur sa bibliothèque derrière soi et se filmer en parlant sur YouTube. Parce qu'en fait, tu le poses comme ça, tu fais t'as vu, j'ai lu Alan Moore, même s'il l'a pas lu, et à côté, tu fais j'ai des graphic novels aussi, tu vois. Et t'as vraiment cette vision très élitiste de la pop culture et t'as l'air bien. Et un Funko Pop sur la table de nuit. Parfait. Funko du Dr Manhattan. Toujours. Évidemment, sur le chat, Quentin appuie ta recommandation en disant qu'on peut toujours la binge-watcher. Bon, Cédric. Je ne peux pas recommander de Monsieur Bobine parce qu'il n'y a toujours pas de Monsieur Bobine qui sort. Ça arrive vendredi. Les Français veulent savoir. J'en profite vu qu'il est là. Ça arrive vendredi pour un Monsieur Bobine sur Aliens. Ah là 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 là, ouf. Super. Il est super. ouf. Non, alors du coup, vu que je ne peux pas recommander ça, je vais recommander 2 choses qui n'ont rien à voir, mais pourquoi pas. La première, c'est une vidéo de Combini, parce que pourquoi pas, pour une fois, c'est le dernier vidéoclub avec Thierry Frémaux, que j'ai trouvé pas mal pour le coup, parce que je m'attendais à quand même avoir un mec, je connaissais pas spécialement ses pensées, et je m'attendais à avoir un peu un vieux con, soyons honnêtes. Et je l'ai trouvé plus ouvert et cultivé que ça. Il y a forcément les questions sur Allen et Polanski, mais enlevant ces trucs un peu à part, clairement il a un point de vue sur le cinéma encore assez frais pour un mec qui a presque 70 ans, non 60 ans, enfin il a un certain âge et il voit des trucs, il voit encore beaucoup de films, des trucs très modernes et il a un œil très très vif sur beaucoup de choses et c'est un long ciné-club qui dure, qui est très bien, vidéo-club. Je recommande le format original, je crois que c'était un format américain à la base. C'était Criterion qui est une célèbre maison qui édite beaucoup d'éditions de DVD, de Blu-ray. Ils avaient notamment une version de The Tree of Life totalement inédite. Donc vraiment, regardez les émissions de Criterion, c'est un indispensable. Le problème, c'est que c'est très court. C'est ça le seul petit défaut. C'est vrai. Mais bon. Et deuxième truc que je recommande, qui n'a rien à voir, mais je trouve qu'il y a ce même élan entre fantastique, réaliste, c'est le film Downsizing de Alexander Payne qui est sorti il y a 2 ans et demi, qui n'avait pas vraiment marché, pas plu, et je trouve qu'il y a eu un procès d'intention horrible parce que la bande-annonce en fait annonçait quelque chose que le film ne fait pas. Et je trouvais que le film avait un propos bien plus intéressant que si on essayait de passer outre le Matt Damon petit. En fait, il y avait une vraie réflexion sur c'est quoi, si on change de monde, est-ce que les problèmes ne viennent pas avec nous en fait, tout simplement, et donc toutes les problématiques se jouent. Il y a une actrice de Downsizing qui joue dans Watchmen. Voilà. Et un peu comme Ad Astra aussi. Si on change de planète, on peut recommander Ad Astra chaque semaine, c'est envie. Et Midsommar, on peut recommander les meilleurs films de l'année. À défaut de recommander Monsieur Bobine une énième fois, tu peux recommander Ad Astra une énième fois quand même. Je peux recommander Ad Astra, Midsommar, Parasite dans les meilleurs films de l'année. Voilà. Je ne recommande pas Joker, je me rappelle plus qui était le mec qui a dit que j'avais pas de cerveau la semaine dernière. Mais la différence, c'est que moi j'ai un micro et je te le dis, Joker, c'est de la merde. Allez. Il sait où tu habites. Pas de soucis. Aurélien. D'abord, je veux bien appuyer la recommandation d'Arnaud parce que Jérusalem, c'est vraiment très bien et je l'attendais avec impatience et je l'ai lu dès sa sortie. Et c'était. Et tu l'as lu? Oui. Tu es la première personne que je rencontre qui l'a vraiment lu. En anglais. En anglais en plus. Waouh. Non, vraiment, on peut et l'applaudir. c'est mortel. Et tu lis des visual novels toi ou pas? Non, moi je lis des comics. Très bien.
Mais du coup, ouais, c'est Des vraiment visual bien. novels, t'as dit, hein. C'est exceptionnel, ouais. C'est ce qu'on peut attendre de Moore, un mélange entre la pop culture la plus courante et des références extrêmement poussées. Donc il y a tout un chapitre qui est écrit à la manière de James Joyce et en même temps toute une partie du roman qui suit une espèce de club des 5 dans l'au-delà. Avec énormément d'aventures, et puis il se met à un moment lui-même plus ou moins en scène. Il y a toute une réflexion autour de la ville de Northampton et de ce qu'elle est devenue, de sa déchéance sociale. Et non, c'est un roman vraiment très à la fois très intellectuel et très affectueux en fait d'Alan Moore vis-à-vis de sa ville de Northampton. Et c'est absolument superbe. Vas-y. Et sinon, ma reco personnelle, ça aurait été, puisqu'on parle de Watchmen, le comics et le film, c'est le film adaptation de Spike Jonze, écrit par Charlie Kaufman avec Nicolas Cage, qui met justement en scène un scénariste qui s'appelle Charlie Kaufman, méta, qui est chargé d'adapter un livre réputé inadaptable et qui va se plonger dans une espèce de schizophrénie absolument folle sur qu'est-ce que doit être son travail de scénariste et comment fidèlement adapter un roman qui est censé être inadaptable. Donc c'est un documentaire sur les montagnes hallucinées de Del Toro en fait. Ce que tu me racontes. Ça date bien d'avant, ça date des années 90, début des années 2000. C'était un gag, laisse tomber. C'est une de ces blagues nulles. Tu fais oui, tout à fait, Karel. Très bien, tout à fait. Bon. Merci pour vos recommandations. Quant à moi, je t'ai venu les mains dans les poches. Je me suis dit, je vais quand même pas recommander Astral Chain, je l'ai pas terminé. Tu peux recommander Héros de Bruno Mer. Je peux recommander Héros de Bruno Mer, pourquoi pas. Mais pourquoi pas. Non mais Astral Chain, ça commence à venir, donc voilà, peut-être que j'ai enfin ça clique, ça fait clic hier soir, donc peut-être. Et non, je vais recommander un film qui a été mentionné rapidement vu qu'on a parlé de Damon Lindelof, mais je vais recommander Tomorrowland, tout simplement, de Brad Bird. Film mal aimé quand même, on peut le dire, hein, mal aimé très clairement, mais assez incroyable sur qui te dit le monde va mal, mais qu'est-ce que tu fais? Voilà, qu'est-ce que tu proposes aux gens, qu'est-ce que tu acceptes de prendre sur tes épaules pour que le monde il aille mieux, arrête de te plaindre. Et quelque part, certes le film est un petit peu angéliste sur la capacité de l'homme à régler des problèmes qu'il dépasse, mais objectiviste à mort aussi. Alors ça c'est un autre débat. Oh là là, c'est un autre débat, mais Brad Bird n'est pas objectiviste, hein, rappelons-le. Alors on lance un énorme débat là-dessus, donc peut-être qu'on fera une émission sur Brad Bird à l'occasion d'un de ses prochains films ou des 20 ans d'un certain géant de fer, je crois que c'est déjà passé, malheureusement. Mais voilà, donc Tomorrowland, film qui raconte donc l'histoire d'une petite fille qui a le pouvoir apparemment de retarder justement adolescente, hein. l'apocalypse. Je savais pas petite Une fille, adolescente. Britt Robertson, c'est une adolescente. Adolescente qui peut du coup retarder apparemment l'apocalypse, et à partir de là plein d'événements s'enclenchent et se déchaînent, et avec des petits taquets à la méthode Disney au passage. Il faut rappeler quand même que Brad Bird a refusé Star Wars 7 pour faire ce film. C'est tout pour moi, c'est tout pour nous. Comme le dit l'adage, c'est la fin des choux. Et c'est la fin d'Hyperlink épisode 104, Watchmen, l'illusion comics. On espère que ça vous a plu. Arnaud, Aurélien, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Arnaud, Aurélien. Toujours sur le ciné-club de Monsieur Bobine lorsque j'écris des épisodes, et sinon de temps en temps dans les pages de Rokirama. Très bien, merci beaucoup. Et toi, Arnaud? Oui, c'est vrai que tu l'as pas dit quand tu m'as présenté. Je suis rédacteur en chef de Comics Blog. Mais on t'avait déjà présenté la semaine dernière. Oui, mais il y en a peut-être qui découvrent l'émission aujourd'hui. Je suis rédacteur en chef d'un site qui s'appelle comicsblog.fr, qui est le premier site d'actualité spécialisé comics en France. Donc on parle de comics et d'adaptation, mais avec vraiment notre point de vue, notre angle éditorial de lecteurs de comics et de fans de la BD. Donc vous pouvez nous retrouver avec Corentin du coup qui était dans le chat aujourd'hui pour parler de bande dessinée, de super-héros et aussi de comics indé tous les jours. Et puis on sera, du coup il y a la Comic Con Paris ce week-end là, du vendredi 25 au dimanche 27. On aura un stand sur place, on fera des conférences, on sera là pour vous rencontrer aussi. Donc si jamais vous avez envie de parler de comics avec nous, on sera là, on vous fera des bisous. Et on sera là aussi. Qu'est-ce qui se passe? T'as Corentin qui marque c'est pas ouf, comme si je vais plutôt lire IGN. Bon, voilà, ça me fait rire. Très bien. Je vis au quotidien avec cet homme, c'est dur parfois. Très bien. Bon voilà, comme quoi on oublie de présenter un invité, on oublie aussi de citer Terry Gilliam en parlant du film Watchmen. Donc voilà, on corrige tous les torts. Il est 18h54, on vous fait plein de bisous et on vous dit à la semaine prochaine pour un numéro qui me semble fait TikTok aussi. Voilà, très bien. On se dit à la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 17h en direct sur VL.